Nous sommes le samedi 23 mai 2026 et voici venu le nouvel épisode de notre podcast enregistré en direct de la Croisette, proposé par Bolly & Co. Ah, j'aime trop. Ah, je sais. C'est sûr que quand on dit qu'on est à Cannes, ça claque quand même. Ça claque. Ouais. Comment vas-tu, Elodie, en ce dernier jour du festival? Je vais bien. Je suis fatiguée, mais pas fatiguée dans le sens où je suis épuisée au bout du rouleau et je veux rentrer dans mon lit. Mm-hmm. Mais fatiguée dans le sens bonne fatigue où tu sens que t'as bien bossé pendant 2 semaines, mais t'es pas, tu peux reprendre le travail demain, ça va, tu vois, oui. genre. Une fatigue satisfaisante, une bonne fatigue en soi, dans le sens où effectivement on rentrait et on rentre, parce qu'il nous reste encore une journée au moment où on enregistre ce podcast. On a encore une journée à couvrir la présence de la Queen, mais vous trouverez ça sur nos réseaux. Mais la satisfaction de rentrer et de se dire qu'on a fait ce qu'on avait à faire. Et en plus de vivre un festival, ma foi, assez exaltant malgré la présence extrêmement timide du cinéma indien. Oui. Bah d'ailleurs, toi, comment tu te sens en fait? Moi, je suis ravie. J'ai pris tes couleurs, les gars. Vous savez pas. Quand même avoir en tête une chose, c'est que je ne bronze pas d'habitude. Et là, je n'étais pas venue pour bronzer, j'étais venue pour bosser. Et j'ai quand même pris quelques couleurs. Donc déjà, rien que ça, c'est un indicateur assez c'est un win. Intéressant d'à quel point ces 2 semaines m'ont fait beaucoup de bien. Ah, voilà. Tu m'étonnes. C'était vraiment cool. Et toi, Elodie? Une petite humeur du jour, entre guillemets, là, avant de rentrer dans le vif du sujet. Bah, je suis contente parce que je pensais qu'il y aurait pas grand chose à faire cette édition. Comme tu disais, présence timide du cinéma indien. Ouais. Et finalement, on a bien bossé. Ah, mais finalement, il y a eu des choses à faire. De fou! Donc, je suis, un peu comme toi, ravie, comme tu dirais. Je suis ravie. Elle est ravie. Voilà. Elle est ravie, c'est ça. Donc du coup, on s'est dit que l'occasion était trop belle, le cadre était trop beau pour ne pas enregistrer un épisode un peu bilan du podcast, bilan de cette aventure cannoise en 2026, notre 4e, effectivement, puisqu'on a couvert chaque édition du festival depuis 2023, avec des aventures très différentes, chacune. Toujours, ouais, c'est ça qui est assez impressionnant. C'est ça, on a fait plein d'expériences et aucune qui ne soit comparable à mon sens. Oui, et je pense que ce qui joue beaucoup, c'est le fait qu'on n'ait jamais eu le même type d'accréditation, voire 0 accréditation. Absolument. Et que là, on a vraiment trouvé notre rythme. Mais je pense qu'on va tout raconter. On va faire un petit bilan. Oui. On va faire un peu les choses différemment cette année. Ouais. 0 script. On va vraiment improviser, dire ce qu'on a sur le cœur. T'as vu? Se vider l'âme. Et je pense que ce qui serait intéressant, donc du coup, c'est de faire un espèce de bilan où on rappelle un petit peu quels étaient nos objectifs, quelles étaient nos envies, qu'est-ce qu'on a bien aimé, pas aimé. Aussi, évidemment, parler de cinéma, puisque c'est quand même un festival de cinéma, même si certaines personnes l'oublient. Et donc, du coup, on va faire cet épisode un peu spécial. Donc, pour rappel, cette année, nous n'avions aucune accréditation. 0. Et c'est pas faute d'avoir fait des démarches, notamment d'abord au marché du film, puisque moi, j'avais eu mon badge l'année dernière en le payant au marché du film. Donc, je me suis dit, cette année, c'est du gâteau, Bolly & Co, c'est bon, on est professionnels du cinéma, ils vont accepter. Quitte à mettre les sous. Voilà, quitte à mettre les sous, comme ça, au moins, on est tranquille. On a été refusé au bout de 2 jours. Voilà. Par contre, les sous, ils ont eu 2 semaines à les rendre. Voilà. C'est ça qui est rigolo. Mais effectivement, on a été refusé au bout de 2 jours, pardon. Ouais. Parce que il faut savoir que Bolly & Co, c'est quelque chose qu'on fait par passion et bénévolement, et donc du coup on n'est pas une structure genre entreprise qui travaille à 100% dans le cinéma. On n'est pas des distributeurs, on n'est pas des réalisateurs ou des scénaristes que vous voulez. Donc ça bloque. Alors que par le passé ils acceptaient des médias non professionnels. Donc le marché a dit non. Ils nous ont dit mais demandez festival, puisque moi ils ont découvert que j'étais coprésidente d'un festival de cinéma indien. Sauf que ce que les gens oublient, c'est que il y a des quotas, et en fait, pour la France a énormément de festivals de cinéma, et donc ils ne prennent qu'une personne par festival. En tout cas, c'est ce qu'ils nous ont dit moi l'année dernière. Donc l'accréditation va évidemment à la programmatrice du Festival des cinémas indiens de Toulouse, notre cher Fred qu'on embrasse. Voilà. Donc évidemment, cette piste, elle était dead. Et donc l'autre chose, c'était l'accréditation de presse qu'on avait demandé en 2023, la première fois où on est allé à Cannes, qu'on a eu. En 2023. Grande surprise d'ailleurs. Grande surprise, mais qu'on nous a toujours refusé les 2 années suivantes. Depuis. Et donc je me suis dit, ça fait 2 ans qu'ils nous disent demandez cinéphile, on va demander cinéphile. On a fait la démarche, et sans surprise, non, on n'est pas assez cinéphile. Alors le message qu'on a reçu, je me souviens que je l'avais trouvé extrêmement bizarre, dans le sens où j'avais l'impression qu'on nous jugeait en mode vous êtes trop média, donc pas assez cinéphile. Alors que
médias nous disent vous êtes trop cinéphile et pas assez médias. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? En fait, je pense qu'il y avait pas de logique dans les retours qu'on nous a fait. Ouais. En sachant que moi, en plus, je sais pas si tu te souviens, dans la demande de cinéphile que j'avais faite, j'avais en plus argué le fait que on avait lancé le ciné-club. Mais oui. Donc, et en fait, visiblement, ça ne suffisait pas. Donc, en fait, c'est un grand mystère, cette histoire d'accréditation, surtout que je me permets d'ajouter le fait que tu as aussi fait la demande d'accréditation pour la quinzaine, que jusque-là, on arrivait à avoir, qui nous a été refusée cette année. Alors, on s'est dit que c'était peut-être l'absence de films indiens dans la sélection de la quinzaine qui devait... Et même d'Asie du Sud, du coup. Et d'Asie du Sud tout court, puisqu'il y avait aucun film d'Asie du Sud. Il y a beaucoup de films d'Asie de l'Est, mais pas d'Asie du Sud. Mais pour autant, c'est vrai que du coup, on s'est un peu dit, mais le sentiment premier, je pense, qui nous a frappé quand on a eu toutes ces réponses négatives successives, on s'est dit, mais Cannes ne veut pas de nous, en fait. C'est ça. Non, mais c'est vrai. C'était le sentiment. Cette impression vraiment que on n'est pas à la hauteur, ni en tant que média, ni en tant que presse, ni en tant que cinéphile, ni en tant que professionnel du cinéma. Voilà, on n'est pas bienvenu. Et en même temps, nous, on avait déjà réservé un logement qu'on pouvait annuler. Mais donc du coup, on s'est dit on va y retourner sans accréditation, puisque l'année où on a fait un numéro spécial sur l'Inde, c'était en 2024. Et on n'en avait pas d'accréditation. Et on avait 0 accréditation. Et je crois qu'on a vécu les meilleurs souvenirs de Cannes cette année-là. Et on a été, j'ai pas souvenir qu'on a été aussi productive en termes de contenu. On a fait le numéro spécial alors qu'on n'avait pas fait de magazine depuis 2021. C'est ça. Donc on avait assez de matière pour vous livrer un numéro de 200 pages. 200 pages. Voilà. C'est énorme. C'est ce qui est énorme, sans compter le fait qu'il y avait aussi du contenu sur les réseaux, il y avait aussi du contenu sur notre site. Donc on avait réussi à faire énormément de choses sans accrède. Donc on était consciente du fait que le festival pouvait se vivre et pouvait et qu'on était en capacité de livrer du contenu même sans ce fameux sésame qui est certes facilitateur mais qui est pas non plus j'ai envie de dire essentiel pour vivre Cannes pleinement. C'est ça. Et puis je pense l'autre sujet, c'est que l'année dernière on a vécu une édition un peu particulière qui a commencé avec un conflit politique qui nous a mis très mal à l'aise. Oui, complètement. Et je pense que cette année, on n'a pas arrêté de se poser la question de est-ce qu'on veut donner une visibilité et c'est ça, du gaz à des personnalités qui ont un penchant politique qui va à l'encontre de nos valeurs. Exactement. Et notamment, il faut savoir que le pavillon indien, même si c'était notre QG parce qu'ils ont une superbe terrasse et qu'on y a fait des rencontres géniales, plein de belles interviews et tout, on a quand même souvent eu cette sensation que le pavillon indien était focus sur les cinématographies du nord de l'Inde, ce qu'ils ont essayé de changer cette année, mais alors vraiment très timidement. Et que c'était de droite. On vous en a parlé très longuement dans le podcast à plein d'épisodes, mais voilà, pour ceux qui sont pas au clair, on est sur une idéologie d'ultranationalisme hindou, voilà, où on associe vraiment l'identité indienne à la religion hindoue, en ostracisant de façon pas très subtile les autres foi, les autres religions et les autres courants de pensée en fait. Donc c'est un courant qui est très dangereux et qui clairement est promu alors à travers le cinéma indie de plus en plus. Dernier fait marquant dans la décoration du pavillon indien, on met en avant des stars, évidemment, on met en avant les plus grosses stars parce que c'est ce qui est intéressant, c'est de montrer la grandeur du pays, son influence et à quel point il a marqué. Pendant des années, il y avait le portrait de Shah Rukh Khan qui quand même, je pense, s'il en est la plus grande star indienne connue au monde. Je pense que c'est assez difficile de le contester. Le portrait de Shah Rukh Khan a été retiré. Je pense que ça nous dit tout ce qu'on a besoin de savoir sur le pavillon indien aujourd'hui. Voilà, c'est quand même assez édifiant. Je pense que le fait qu'une personnalité musulmane ait autant d'influence et autant de pouvoir et autant de popularité, ça fait vachement chier le BJP. Bref, on n'est pas là pour faire un podcast politique, mais c'était quand même important de replanter le décor. C'est surtout aussi pour expliquer à quel point cette année on s'est dit on va s'éloigner du pavillon indien. Notre parti pris. Pour éviter d'avoir ce conflit intérieur de est-ce qu'on a vraiment envie d'être là et est-ce qu'on a vraiment envie de soutenir ça, tu vois. Quelle est notre place? Après, encore une fois, voilà, on n'est pas là pour faire un podcast politique, mais il fallait qu'on repose un peu ce contexte-là. Tout à fait. Ce qui fait qu'on n'avait plus ce repère non plus du pavillon. Et après cette année, ils ont vraiment essayé de mettre en avant un cinéma plus régional, en essayant, on a vu davantage de choses du Sud, par exemple. Mais c'était, on va dire, c'est passé inaperçu, quoi. C'est passé inaperçu. C'est un festival de cinéma, et au final, ce qui se passe autour du cinéma, donc dans le pavillon indien, est passé complètement inaperçu. Et en fait, ce qui est aussi frappant, et c'est ce que on en a parlé avec Elodie, donc on se permet de le partager, c'est quelque chose qu'Anoura Kashyap justement déplorait, c'est le fait que finalement les événements du pavillon indien viennent un peu renforcer une forme d'entre-soi, alors que l'intérêt de venir à Cannes,
c'est le plus grand marché du film au monde, c'est de pouvoir trouver des financeurs de partout dans le monde pour que les films puissent circuler, puissent traverser les frontières. C'est d'ailleurs comme ça que justement les quelques films indiens qu'on vraiment trouvé grâce aux yeux de Cannes, c'est souvent des coproductions françaises, allemandes, britanniques, peu importe. Le film népalais dont on parlera tout à l'heure est une coproduction aussi. Donc l'intérêt justement pour des films, et notamment pour un cinéma un peu plus indépendant, pour un cinéma qui a du mal à s'exporter, c'est de s'ouvrir aux financeurs internationaux, aux financeurs d'autres pays. Et quand on arrive devant le pavillon indien, on a ce sentiment d'entre-soi qui est quand même très antithétique par rapport à la vocation même du Festival de Cannes. Et c'est quelque chose qu'Anurag Kashyap déplorait dans son interview, je crois, avec Sucharita, si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, il a eu l'occasion de faire quelques interviews, puisque Anurag Kashyap, réalisateur qu'on aime beaucoup, vient à Cannes vraiment en sa qualité de cinéphile. Il a regardé plein de films, on l'a croisé dans Cannes pendant le séjour. Et effectivement, je rejoins complètement son point de vue. Il y a quelque chose qui est finalement d'assez illogique dans la démarche du pavillon indien, qui fait qu'aujourd'hui, là où à une époque ça a pu être vraiment notre QG, notre centre névralgique, un peu un point de repère, on a pris beaucoup de distance cette année et finalement on s'est rendu compte qu'on n'en avait pas besoin. C'est ça, mais en plus, c'est un constat qu'on avait déjà fait par le passé nous-mêmes, puisque quand on était au pavillon indien, on était les rares journalistes étrangères. C'est rigolo. Non mais c'est vrai, du coup, ça montre encore plus. Alors, il y a des événements, des conférences qu'ils font pour parler des coproductions, pour parler de liens avec d'autres pays, mais c'est quelques événements sur les 10 jours du marché du film. Mais quand t'es là, t'as les télévisions indiennes, t'as les médias indiens, t'as les magazines et la presse indienne, et t'as personne de l'étranger. Et t'as l'impression du coup qu'ils font la promotion de projets qui ne sont là que pour viser un public indien et pas un public international, alors que t'es dans un festival international. Et ça, c'est un autre truc par rapport au marché du film. Marché du film qui est là notamment pour trouver des investisseurs, des producteurs, tout ça, qui est super intéressant, c'est une belle plateforme. Quand j'avais mon accréditation l'année dernière, j'ai dû signer un embargo pour ne pas parler des films projetés lors du marché du film. En effet. Les Indiens utilisent le marché du film pour faire de soudaines avant-premières exclusives, alors qu'en fait, la presse n'a pas le droit de parler de ces films-là. Et on avait croisé l'année dernière un réalisateur qui te disait justement que la projection de ce film-là, c'était vraiment pour le montrer à certaines personnes, potentiellement des investisseurs étrangers, puisque c'était le but, confidentiel. Voilà, c'était confidentiel. Et l'objectif, c'était de pouvoir peut-être sortir son film à l'étranger. Et il y a cette espèce de dualité entre, du coup, les personnes du pavillon, qui sont là pour utiliser cette plateforme comme promotion pour leur film, qui sort après à la fin de la semaine en Inde. Bien sûr. Et t'en as d'autres qui sont vraiment là et qui ont compris le principe du marché du film, qui est de toucher un public international. Mais ça nous amène aussi à la question de la désinformation. On voit cette année. Voilà, c'était encore plus criant cette année, mais c'est un phénomène qu'on observe depuis quelques temps déjà. Ces gens qui annoncent sur les réseaux qu'ils ont une grande première à Cannes, que le film a été sélectionné. On parle de sélection cannoise dans la presse indienne. En fait, le film a une projection au marché. Et on se dit, mais attends, il faut quand même... Les termes ont un sens. Là, il y a clairement une volonté de désinformation, une volonté de réorientation du discours, parce que nous, la réalité, et c'était le cas déjà avec Tanvi the Great l'année dernière, pour ne pas le nommer, mais je le nomme quand même parce que je m'en fous. Et en fait, il y avait c'est vraiment cette volonté, mais même dans l'organisation de la séance, qui voulait induire en erreur les gens qui étaient de l'Inde et qui allaient se dire, ce film a été projeté dans le cadre d'une sélection à Cannes, rendez-vous compte. Mais on a bien compris que c'était de la com. C'était purement de la com. Mais du coup, de la com mensongère. Parce que Tanvi the Great n'était absolument pas sélectionné à Cannes, quoi. Il était là au marché du film, tout comme des centaines, peut-être même des milliers d'autres films l'étaient, quoi. Et puis surtout, il faut savoir que le gouvernement qui gère du coup le pavillon indien, chaque année fait un appel à projets. Et c'est eux qui sélectionnent les projets qui vont ensuite être projetés à Cannes. Donc c'est même pas le marché du film lui-même qui sélectionne quoi que ce soit. Donc il y a eu pas mal cette année, je pense, un revirement de situation sur le côté putaclic de certains articles et le côté mensonger de certains producteurs qui voulaient faire la promotion de leur film de cette manière-là. Et nous, on avait déjà repéré ça, mais cette année, c'était d'autant plus criant qu'il n'y avait que 2 films réellement sélectionnés à Cannes, qui étaient un Cannes classique et un court-métrage. Et en vrai, le caractère... j'ai envie de dire assez dérisoire du pavillon indien nous a vraiment frappé cette année. Ce qui explique que du coup,
on s'y soit pas spécialement impliqué, et très sincèrement moi j'ai pas le sentiment d'y avoir loupé grand chose. Non, ça va. Donc voilà, ça c'était un peu pour reposer le contexte. Alors c'est une longue introduction, on est désolé, mais c'était très important pour nous vraiment de faire ce rappel, mais c'était l'idée de vraiment d'illustrer l'état d'esprit un petit peu et cette prise de conscience qu'on avait déjà enclenchée l'année dernière, qui finalement est arrivée, je sais pas à son terme, mais en tout cas qui en tout cas avait bien avancé dans nos esprits, à Elodie et moi, quand on s'est dit qu'on allait revenir à Cannes cette année. C'était une question clairement qu'on se posait l'année dernière, est-ce qu'on y retourne, est-ce qu'on n'y retourne pas. Moi en tout cas je sais que pour ma part j'étais plutôt dans l'état d'esprit, je sais pas trop, est-ce qu'on n'irait pas vers d'autres festivals, est-ce que j'ai pas le sentiment d'avoir fait le tour. J'étais plutôt dans cet état d'esprit là, et finalement le cheminement tout au long de l'année nous a fait reconsidérer, je dirais, enfin, en tout cas moi m'a fait reconsidérer cette décision, et du coup on est arrivé avec un état d'esprit beaucoup plus serein, beaucoup moins fataliste, et je trouve que la posture qu'on a eue cette année, c'était peut-être la plus saine, et c'est ce qui nous a permis du coup de profiter à fond de l'expérience, sans pression. Sans pression. D'ailleurs, je pense que du coup, on va commencer à aborder les différents thèmes et les différentes questions autour de cette nouvelle édition. Dieu sait qu'il y en a. Il y en a 10. Ah là, j'espère que vous êtes prêts. On va essayer de faire court quand même pour pas qu'on ait un podcast de 3 heures. Soyons efficaces. Au pire du pire, je couperai certaines choses. Elle coupera. Alors du coup, la question de cette année, effectivement, puisque comme tu l'as exprimé, on est parti l'année dernière avec un certain a priori, on s'est dit mais est-ce qu'on revient ou est-ce qu'on revient pas. Donc cette année, quelles étaient nos attentes par rapport à cette nouvelle édition? Est-ce que tu veux commencer? Ouais, je veux bien commencer. Alors, mon attente principale, oui, je dirais de stimuler ma créativité dans un environnement dans un environnement que je connais. Voilà. Dans un environnement que je connais, parce que c'est la 4e fois, dans un environnement dans lequel je sais que je suis susceptible de me sentir bien, parce que on a identifié plein de choses, c'est une ville qu'on connaît, on a nos repères, donc c'est vrai qu'arriver dans un environnement où on connaît pas, du coup on est un petit peu perdu. Moi, je sais que je peux me sentir perdu. C'était plus rassurant. Là, c'était rassurant. Voilà, ok. C'était rassurant d'arriver à Cannes, parce qu'on savait où on allait, on savait ce qu'on était susceptible de pouvoir faire, parce que pareil, on avait déjà fait le festival sans Sacred, et on savait que s'il y avait vraiment des séances qui nous intéressaient beaucoup, on allait réussir à trouver des astuces, on vous en parlera plus tard, mais tout ça pour dire que on arrivait en terrain un peu connu. Je me suis dit en fait que le contexte était optimal pour remplir cet objectif de développer ma créativité, et en même temps voilà, de vivre, je dirais, un festival de Cannes un peu moins en dents de scie que l'année dernière. Il y avait ce deuxième objectif de se dire je suis partie moi l'année dernière un peu avec le sentiment de c'était cool, mais je suis partie, j'étais contente de partir à la fin de la semaine, vraiment. En plus je suis partie quelques jours avant la fin puisque j'avais un événement personnel, mais j'étais contente de partir. J'ai senti la deuxième semaine passer, j'étais fatiguée, j'en avais marre en fait. Là cette année, finalement l'objectif c'était peut-être inconsciemment de me réconcilier avec le festival. Voilà, je dirais ça. Donc vraiment ton objectif c'était de trouver le bon rythme entre le festival de Cannes et cette semi-résidence. Moi, j'appelle ça une semi-résidence parce que j'avais fait l'expérience en octobre avec une copine où on était allés en Angleterre, et on avait décidé toutes les deux de visiter le pays tout en faisant des sessions d'écriture dans des médiathèques et dans des bibliothèques, etc. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de est-ce qu'on peut faire ça à Cannes, puisque clairement le festival en lui-même on pourra pas l'aborder sous tous les angles parce qu'on n'a pas ce qu'il faut, comme on disait, l'accréditation, tout ça, et on est que deux déjà, faut bien le rappeler. Sachant que le fun fact c'était que toi et moi on était partis sur oui, peut-être on le refait, peut-être pas, et j'étais en mode bon, si je trouve un logement pas cher oui c'est vrai, si je trouve un logement pas cher, agréable, et que on ne nous l'annule pas par surprise, on y va. Et il faut savoir que j'ai fait ça le 25 décembre. J'ai dit, on va avoir un miracle de Noël. Si c'est un miracle de Noël, on y va. Elle y croyait. Et on a eu un miracle de Noël. Et elle a bien fait. On a eu un putain de miracle de Noël avec un appartement fort bien et surtout une terrasse de malade. Une terrasse de malade. Tu peux le dire. Et à partir de là, ça a enclenché chez moi cette idée de, ok, du coup, mon objectif à moi, c'était qu'est-ce que on peut améliorer cette année pour qu'on trouve le bon rythme, au cas où on se dise, en fait, ça vaut la peine de venir chaque année, à Cred ou pas. Ça vaut la peine d'être là, d'avoir la présence à la fois de Bully & Co et en même temps de trouver, quoi de mieux qu'un festival de cinéma pour enrichir notre créativité. Complètement. Et le vrai challenge, c'était d'arriver à organiser quelque chose de tangible. Ouais. Parce que
la dynamique entre Asma et moi, c'est que c'est souvent moi qui va chercher les lieux, les endroits où est-ce qu'on va manger, où est-ce qu'on va travailler. C'est mon petit GPS, Tom. Non, mais du coup, ça m'a donné un vrai travail de recherche en amont pour être sûr qu'on ait au moins un endroit viable pour travailler, par exemple. Et qu'on ait des choses autour de l'appartement qui soient accessibles. Parce qu'en fait, c'est chouette, j'ai trouvé un appartement qui était pas cher et qui est super beau, etc. Mais est-ce que j'avais ce qu'il faut autour, tu vois? Parce que s'il est à l'autre bout de ses zoos, ça va être pénible. Exactement. Et donc, au fur et à mesure que je faisais mes recherches, une fois qu'on a eu l'appartement, je me suis rendu compte que c'était possible. Oui. Et ce qui était possible, c'était notamment parce que j'ai découvert la médiathèque Noailles. Oh là là! Donc, qui est dans la villa Rothschild, à Cannes, qui est, je crois, à 15 minutes à pied du Palais des Festivals. Donc, un vieux bâtiment historique dans lequel on peut se poser, entouré d'un parc. Et en fait, je me suis dit, si vraiment il n'y a rien à faire en termes de Bolly & Co, en termes de cinéma, si aucun film nous intéresse, on a des journées, mais vide, que dalle, on peut toujours se repérer à cet endroit précisément parce que c'est public, donc on n'a rien à payer, on y va, on s'installe, on travaille. Et à partir du moment où j'ai découvert cet endroit, je me suis dit, ok, c'est jouable. Cette année va être bien. Il y aura forcément quelque chose qui va ressortir de ces 2 semaines de festival. Tout à fait. Et donc déjà, l'objectif de l'organisation, c'était un de mes plus gros challenges cette année. Et un peu comme toi, je pense que c'était un moyen aussi de me réconcilier avec le Festival de Cannes par rapport à l'année dernière. Où l'année dernière, je pense que ce qui m'a un peu refroidi, c'est vraiment ce truc de on est un média et on n'a pas produit assez de contenu par rapport à ce média-là. Là où cette année, du coup, comme je m'occupais de l'organisation, je voulais aussi qu'on s'occupe de Bolly & Co, mais qu'on y aille de manière plus fun et plus légère et qu'on explore des choses. Ouais. Parce que, encore une fois, on le rappelle, avec Asma, nous sommes bénévoles auprès de Bolly & Co. Nous faisons ça à côté. Nous avons toutes les deux des métiers respectifs qui n'ont rien à voir avec le cinéma indien. Et donc, c'était important pour moi en plus, je travaille dans la communication, c'était important pour moi qu'on explore des choses en termes de médias. Pas juste de faire un vlog quotidien ou de se retrouver piégé dans des responsabilités qui, du coup, après deviennent lourdes et compliquées. On l'avait vu avec les vlogs en vidéo où c'était compliqué. On a vu que quand on faisait un récap photo, c'était trop light et on sentait pas... On n'était pas enrichi par ce travail-là. Et l'idée aussi, c'est de pouvoir capturer ce qu'on vit à Cannes pour nous, en fait. Pour qu'on ait un souvenir de nos 2 semaines et que ça soit agréable et que... Enfin, toi, t'as ton TikTok aussi. Donc, je me suis dit, il faut qu'on s'amuse du fait qu'on soit à Cannes et du fait qu'on produise des contenus à Cannes. Et puis... qu'on n'éprouve pas d'amertume au sortir des 2 semaines en ayant juste le sentiment d'être lessivé. Et oui, d'accord, ok, on a créé du contenu, c'est super, mais au final, en fait, moi, je rentre, je suis crevée et je suis saoulée. Alors que là, pour le coup, c'est vraiment pas le mood. Donc, non, et en plus, je crois qu'il y a très vite, je t'ai dit, écoute, si on n'y arrive pas, on arrête. Ouais. Si ça ne nous plaît pas, si on est frustré, si on est agacé par quelque chose, on arrête. On a l'appartement qui n'est pas très loin, on a un vendeur de cookies qu'on adore. On adore. Voilà. En fait, l'idée, c'est de pouvoir profiter du Festival de Cannes avec les bons trucs de Cannes qui sont par exemple les films, les sélections, tout ça, mais aussi profiter par rapport au Bolly & Co et par rapport à nous-mêmes. Ouais. Et donc avoir c'est vraiment, c'est pas juste une question de rythme, je pense que c'est une question d'équilibre. Cet équilibre parfait entre ces 3 petites choses différentes et qui s'agencent, etc. Et je pense qu'en ce samedi 23 mai, je suis très satisfaite de ce qu'on a réussi à construire pendant ces 2 semaines. Mais sache que, je le dis en toute sincérité, si ça a particulièrement bien fonctionné, c'est parce que t'as réussi à instaurer, je pense, un espace sain. C'est la vérité. Je connais maintenant Elodie depuis une paire d'années, et je sais que t'es quelqu'un qui a le souci de bien faire. T'es tout le temps, t'es très rigoureuse et tu as envie de bien faire. Et des fois, parfois, moi, je peux me sentir un peu en tout cas, je pouvais peut-être me mettre une pression indirecte en me disant mais il faut que je sois à la hauteur aussi parce que je sais que on a le média, il faut absolument qu'on crée du contenu et puis voilà. Et Elodie, elle met tellement d'énergie, je ne peux pas la décevoir. Et cette année, en fait, t'es arrivée avec un mood beaucoup plus entre guillemets chill, c'est un mot qui va sûrement beaucoup revenir, mais du coup tu l'as pas abordé en mode il faut absolument qu'on fasse ci, il faut absolument qu'on fasse ça. T'es vraiment arrivé en mode c'est une safe place, on va faire de Cannes notre safe place. Et si on a l'envie, l'inspiration, la motivation et le temps de faire les choses, on les fera et on les fera avec
plaisir. C'est ça. Et si, par contre, on va tenter des choses, bien sûr, on a tenté des tas de choses. Et si, par contre, cette chose qu'on tente ne nous met pas à l'aise, elle nous met même en difficulté, on arrête. Et on la fait pas. Et c'est pas un échec. C'est un apprentissage. Et c'est pas grave. Et il y a eu des choses comme ça, parce que ça, c'est des choses qu'évidemment que vous ne verrez pas, qu'on a tenté. Et finalement, moi, je sais qu'en tout cas, je vais parler pour moi, il y a des trucs que j'étais pas à l'aise, j'y arrivais pas, c'était au-dessus de mes forces. Et ce que j'ai adoré, c'est que t'avais tout de suite été en mode, tu sais quoi, Asma? Laisse tomber. C'est pas grave. Et moi, je te en mode, non, mais si, non, mais on va le faire, ça va m'énerver. Non, moi aussi, on va le faire, ça va m'énerver. Et toi, t'as tout de suite été en mode, si ça va pas, si ça te met pas à l'aise, si ça ne sert à rien, on n'est pas là pour souffrir, on n'est pas là on n'est pas payé déjà. Et on n'est pas payé. Et on n'est pas là pour souffrir. Non, moi, ça ne sert à rien et j'étais à un moment donné en plus dans un état un peu d'anxiété parce que j'arrive pas à faire cette chose et t'es un peu en colère contre toi-même en mode pourquoi j'y arrive pas. Et en fait, t'as réussi à me rassurer, à me dire en fait, c'est pas grave. Non. Il y a aucun problème, on s'en fout. On s'en fout, Asma, on n'est pas là pour se mettre dans un état de stress et d'anxiété parce qu'on n'arrive pas à faire une fucking vidéo. Non, c'est rien. C'est pas grave, on s'en fout. Et on est là pour profiter de l'expérience. Et du coup, ça m'a enlevé une forme de poids que je pouvais mettre de façon inconsciente. Et ça a, en tout cas, je pense, grandement contribué au fait que, pour moi, le challenge, c'était de me réconcilier avec le festival et c'était de m'amuser. Et je me suis amusée. Ouais. Je suis très contente de ça. Mais du coup, je te remercie parce que je pense que tout ce que tu as instauré comme cadre de confiance, le discours que tu as tenu auprès de moi en préambule du festival, mais aussi tout au long du festival et de ces 2 semaines, parce que quand même elle supporte ma gueule pendant 2 semaines, il faut se le dire, hein, mais donnez-lui une médaille, pitié. Merci. Voilà, ça a participé très grandement au fait que déjà moi je me sentais plus détendue. J'ai un tempérament anxieux, tu vois, et là je l'étais pas tant que ça. Je l'ai pas été beaucoup. T'es pas du tout été anxieuse. J'ai pas, à part ce jour-là où vraiment l'histoire de la vidéo m'a énervée. Ouais, mais c'est rien, tu vois. C'est sinon contextualisé dans un moment précis. J'étais pas anxieuse du tout, j'étais contente. Et à chaque fois, tu me disais, tu veux qu'on fasse? Je suis en mode, on fait ce que tu veux, meuf, vas-y. Et c'était pas en mode je m'en foutis, c'était vraiment en mode, faisons tout ce qui te fait envie. Moi, je te suis. Je suis juste trop contente d'être là. Et s'il faut tester des trucs, on y va. Et si tu veux qu'on aille 4 fois au Martinez, vas-y, c'est trop cool. Moi, je suis contente. Je vais me mettre devant. Je vais bouffer mon cookie. Et quand Aishwarya sera là, je crierai à loisir. Ta belle voix. À loisir. Et voilà, enfin, vraiment, j'ai vécu ça de façon très sereine et du coup paradoxalement alors que on se levait quand même tous les jours que finalement on a eu des journées bien remplies. J'ai pas souvenir qu'on ait fait peut-être le dimanche qui était plus chill et encore on a quand même écrit. Non, ça va. Tous les jours on a réussi à faire des choses et pour autant j'ai le sentiment de m'être un peu reposée. Non mais ouais, moi aussi en fait c'est marrant, mais un autre des challenges qu'on avait cette année, c'était d'avoir le même rythme. Et là, tu le dis par rapport au fait que l'année dernière, j'avais un badge du marché, tu n'avais pas de badge. Je n'avais pas de badge. Ce qui faisait que j'essayais vraiment d'investir ce badge qui m'avait coûté, je crois, 480 €. Ce que je comprends tout à fait. Et donc, j'essayais de voir un maximum de films, d'aller au marché, etc. Ce qui est entendable, hein. Mais ce qui fait que ça a séparé nos 2 semaines avec 2 calendriers complètement différents. Et tout de suite, quand on s'est dit, finalement, on retourne à Cannes, j'ai dit, il faut qu'on ait le même rythme et qu'on soit ensemble. Alors, ça veut pas dire qu'on se colle l'une et l'autre H24. Elle ne peut pas vivre sans moi. Non, mais ça veut dire surtout que on va faire des activités ensemble. Oui. On va essayer d'aller au cinéma ensemble. On va essayer d'écrire ensemble. On va manger au resto ensemble. En fait, on va vraiment passer les vacances ensemble. Et le terme que tu viens d'employer est très intéressant parce que moi, c'est comme ça que je l'ai abordé très égoïstement. Mais je te l'ai dit même avant de venir, je t'ai dit pour moi, là, je pars en vacances. Alors, des vacances qui vont être créatives, des vacances qui vont être rythmées par de la création de contenu, par le fait de voir des stars au mètre carré, d'essayer de faire des choses, d'écrire des articles, des critiques, bien sûr, et voir des films. Mais pour moi, ce sont des vacances. Et je pense que c'est peut-être le truc que j'avais moins sur les précédentes éditions. Et où justement, je disais tout le temps aux gens quand je leur disais, parce que moi je pose des congés dans ma vraie vie, et que je leur dis je pars à Cannes, la pauvre, mon Dieu, l'exploitation. Tu pars en vacances? Non, je ne pars pas en vacances. Je pars avec Body & Co. Je vais créer du contenu, on va travailler. Et je disais on va travailler. C'est la première année où je disais je prends des congés, je pars en vacances à Cannes. C'est marrant, mais parce que même moi, en fait, du coup, j'ai posé des congés sans solde. Ça me permet vraiment du coup de garder mes congés pour des vacances. Sauf que cette année, au fur et à mesure que les semaines avançaient et qu'on s'est rendu compte que la sélection était comme ça, que il y avait pas grand chose au tout au l'Inde, etc., je me suis dit finalement
Cannes, ça va avoir des goûts de vacances. Un peu. Et vu la météo qu'on a eue, c'était des vacances. Très bonnes vacances. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'on est toutes les deux des âmes créatives. Ouais. Et on est aussi des filles curieuses et des filles dynamiques. Donc, on savait que c'était l'idée de faire des choses et de produire du contenu, quel qu'il soit d'ailleurs, que ce soit pour les réseaux, mais aussi pour nous, n'était pas incompatible avec l'idée d'être en vacances. Ouais. Et de profiter d'être là, en fait. Ouais. Alors c'est marrant parce que tout ce qu'on a abordé là, ça rentrait dans la question de quel est un peu le bilan de Bolley & Co. Ah, j'adore. Et je pense que le bilan de Bolley & Co est extrêmement positif cette année. Et il n'y avait pas d'obligation de publier quoi que ce soit, mais moi j'étais partie sur vraiment je veux réexplorer la photo et me réconcilier avec la photo. Et je pense que cette année, c'était plutôt bien. Elle s'est surpassée, les gars. Si, elle a fait des choses exceptionnelles. Je sais pas si vous avez vu, les photos d'Alia ont buzzé. Volées par Filmfare. Voilà. Merci, mesdames et messieurs. Likées par L'Oréal Paris. Voilà. Qui va pas nous laisser des interviews. Bon, voilà. Mais bon, vous likez quand même. Ils ont même commenté L'Oréal. Oui, ils ont commenté. Mais enfin, ce qui est génial, c'est que je pense qu'on a toutes les deux pu réexplorer nos fils respectifs. Exactement. Toi, la photo, c'était quelque chose quelque chose que C'était un de mes objectifs. J'avoue, cette année, j'ai pas parlé tout à l'heure, mais par rapport à l'année dernière, j'avais mal vécu la photo parce que en fait, c'est très compliqué sur l'instant présent. On a peu de secondes, réussir à prendre des clichés, etc. Et cette année, je crois que le fait d'être dans un mood plus chill, tiens, le mot chill revient. Ouais. A fait que j'étais en mode, on va explorer des trajets pour essayer de trouver les gens et de les prendre en photo. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Exactement. Et le fait d'être plus à l'aise et plus détendu et de réussir à peut-être aussi mieux comprendre mon appareil, ça joue forcément. C'est une relation. A fait que je crois que cette année, j'ai pris certaines des plus belles photos que j'ai prises du festival depuis nos débuts en 2023. Complètement d'accord. Moi, je trouve que tu t'es surpassée cette année. Vraiment. Bravo. Non, vraiment, parce que il faut quand même avoir en tête une chose. Alors moi, je n'y connais rien en photographie, donc je vais absolument pas vous apporter un regard expert. Parce que tu crois que je suis une experte? Non, mais moi, mon regard est encore plus profane. Mais en tout cas, l'observation extérieure que je fais, c'est on est évidemment entouré de photographes ici à Cannes. C'est le plus gros festival de cinéma au monde. Donc on a des photographes de partout dans le monde et des photographes professionnels qui sont armés jusqu'aux dents avec des trucs qui font la taille de la muraille de Chine. Et donc Elodie, elle arrive avec son appareil qui est ma foi de très bonne qualité, mais qui en tout cas en taille a l'air plus modeste. C'est un objectif que j'ai acheté il y a 2 ans pour le festival de Cannes et c'est normalement prévu pour les amateurs, mais tu peux en faire quelque chose de professionnel avec. Et Santosh Sivan faisait la promotion de cet appareil photo quand on l'a croisé et ça l'a fait rire que je lui prenne en photo avec cet appareil-là. C'est vrai. Mais en fait, j'ai besoin que d'images pour les réseaux sociaux, donc je voulais pas mettre un bras dans un appareil que je n'ai utilisé que 2 ou 3 fois par an. Bah oui, non, c'est logique ça. Et au final, pour ce que j'en fais, j'aurais aimé un résultat encore plus quali, c'est sûr, mais ça fonctionne, donc j'ai pas besoin de me prendre la tête là-dessus. Et j'ai un souci, moi, perso, c'est que je cherche toujours à faire mieux. Oui, c'est vrai. Ça, je pense que ce qui est bien, ce qui est une qualité en soi, parce que du coup, tu te surpasses. Mais après, du coup, des fois, voilà, j'arrive pas à m'arrêter, en fait. Voilà. Et puis, t'arrives pas, des fois, à te dire, non, c'est vrai, putain. Et là, je trouve que cette année, tu l'as beaucoup plus fait. Cette année, j'essaye vraiment parce que... Non, franchement, j'ai géré, putain. C'est bon. Ça va, c'est faux. J'ai un bon cliché. Allez, on arrête de se prendre la tête. Et on va tester d'autres choses. Et en plus, j'ai 3 objectifs différents avec l'appareil photo. Et donc, j'en ai un nouveau que j'ai acheté récemment, que j'aime bien tester. Et je m'y connais pas, je suis pas une professionnelle. Mais en fait, j'aime bien aussi le côté de rester dans la passion et rester dans l'exercice de on se fait plaisir, quoi. Et cette année, c'est vrai qu'en photo, je suis plutôt contente de moi. J'attends de voir, du coup, la Queen ce soir encore. Évidemment, c'est la dernière. C'est la plus belle des muses. Mais non, je suis vraiment contente de ça par rapport à Bolley & Co. Tu peux l'être. Et du coup, ce qui faisait que j'avais forcément un cliché par jour. Ouais. Je voyais au moins une star sur le tapis rouge ou à la sortie du Martinez par jour. Et donc ça aussi, ça m'a permis de dire à Asma, on n'a pas besoin de créer du contenu supplémentaire. Parce que il y a un truc dont je me suis rendu compte sur les réseaux sociaux, avec Asma, je pense qu'on est d'accord, on n'est pas là pour poster 5 trucs dans la journée. Et on n'a pas envie de se noyer sous la pression de il faut créer du contenu, il faut créer du contenu, il faut créer du contenu. Et c'est pour ça aussi que j'ai ouvert la newsletter sur Substack, c'est parce que je veux qu'on prenne le temps d'écrire ce qu'on a envie d'écrire. Ouais. Et qu'on prenne le temps de le partager quand on a envie de le partager. Si au final ça résulte à nos followers n'augmentent pas et tant pis. Nos fans nous trouvent une fois tous les 4 ans, c'est pas grave. On s'en fiche. Encore une fois, nous on n'est pas payés pour ça, c'est pas notre travail, on fait ça pour le plaisir. Bolley & Co, quand on l'a lancé, qu'on était encore à la fac ou au lycée, c'était pas pour gagner du fric avec. Hein. Et ça l'est toujours pas. Et ça va pas changer et ça va rester quelque chose qu'on va faire pour le kiff, quoi. Et qui nous éclate, qui est notre bulle d'air, qui est notre sas de décompression. On a toutes les deux des tafs assez drainants.
Et voilà, moi Boli & Co fait partie de mon équilibre personnellement, donc j'ai pas envie que ça devienne un espace anxiogène où je me mets de la pression, où je me dis faut que tu fasses un article par semaine, il faut que tu fasses 3 vidéos par jour. Ouais, et c'était un truc où vraiment, je pense, ces dernières années, on a toutes les deux été, chacune à notre rythme et de façon différente, mais on a toutes les deux été dans ce cheminement de Boli & Co, c'est notre passion, c'est notre espace sain, c'est un espace qui doit rester sain. Et donc si on n'a pas d'inspi, on ne va pas se forcer à faire quelque chose. Si on n'a rien à dire, si on n'a rien à raconter, ou si on a un coup de mou, ou voilà. Et je crois qu'en fait c'est ce qui fait que on est arrivé je crois qu'on est arrivé avec le meilleur des états d'esprit. Et oui, en bilan, moi je dirais, je suis super contente parce que je me suis éclatée. Je me suis éclatée pendant ces 2 semaines. On a vu pas mal de films finalement. On a vu, alors l'objectif, quand j'ai essayé d'organiser tout ça, je disais à minima un film par jour. Des petits objectifs, des trucs atteignables. Et en plus, Asma a fait un truc cette année, Dieu merci, parce qu'elle le faisait pas les années précédentes, mais cette année, elle l'a fait. Oui. Elle m'a fait une playlist des films qui l'intéressaient. Bon, il y avait beaucoup de choses de la sélection officielle, mais ça, c'était pas grave. C'est pas grave. Et après, c'était en fonction de ce qui nous inspire, ou si le cinéma d'à côté a un film à 21h30 qui nous semble intéressant, on y va. Et bon, ça, on va reparler des astuces plus tard, mais juste pour revenir sur le bilan de Boli & Co, un autre aspect dont on n'a pas parlé, c'est notamment par rapport au fait qu'on s'était dit que voilà, en termes de contenu global, tout ça, machin, les interviews. Du coup, on avait moins la pression de faire des interviews. De courir après les gens. Ouais, exactement. On n'a pas couru après les gens, les stars qu'on croisait. On était plus davantage dans la rencontre. Ça nous fait plaisir de te croiser, on papote un petit peu, on donne la carte. Mais alors, on n'était absolument pas dans le forcing de faire des interviews quand les gens n'en ont pas envie ou pas le temps. C'est pas le délire. Et ça, l'aspect temps, je pense que c'est bien de le prendre en compte. C'est-à-dire que la plupart des stars qui viennent à Cannes ont un calendrier, un agenda, mais bien ficelé, avec 15 événements, 15 changements de look, et pas souvent du temps pour les interviews et la presse. Et notamment s'ils ont un passage au pavillon, après ils se font sauter dessus par tout le monde au pavillon. Exact. C'est un autre délire. Et je pense que cette année, on est parti sur est-ce que il y a des choses à dire aussi. C'est ça. Par rapport à telle personnalité qu'on est contente de croiser, mais est-ce qu'il y a des choses à dire? Est-ce qu'il y a des choses à discuter, à mettre en avant? Il y a des personnalités, effectivement, elles ont pas d'actu, ou alors pas assez d'actu pour en faire une interview. Il y a des gens qu'on avait déjà interviewés par le passé, je sais pas si on peut dire qu'on a... On était contente de croiser, mais... On était contente de revoir, hein. Mais... est-ce que ça allait avoir une plus-value quelconque de refaire une interview 2 ans après ou 1 an après, alors qu'on avait déjà dit tout ce qu'il y avait à dire dans l'interview d'il y a 1 an ou 2 ans. S'il y a une actualité forte, beaucoup de choses qui se sont passées entre temps, bien entendu que ça a du sens. Mais il y a des personnalités qu'on a recroisées, qu'on avait déjà interviewé, où on avait exploré parfois avec eux leur carrière, et il s'est pas forcément passé des choses dantesques dans l'intervalle. Donc effectivement, on était super contents de les revoir, c'était trop cool. Nous, on essaye toujours, en tout cas ça c'est un peu notre mantra avec Elodie, de faire des interviews autre chose qu'un jeu de questions-réponses. De vraiment en faire un temps d'échange, un temps de discussion, un temps de partage. Alors j'aime beaucoup que tu m'inclues là-dedans, mais c'est toi qui fais les interviews, madame. Oui, c'est toi qui arrive à mettre tout ça en place, à mettre cette énergie, à créer cette ambiance. Moi, je suis là, je tourne autour, je prends mes photos. Elle prend des super photos d'ailleurs. Mais disons que c'est un truc, je trouve que moi en tout cas, parce que pour le coup c'est moi effectivement qui me frotte à l'exercice des interviews, et j'adore ça, c'est un exercice que j'adore vraiment. C'est un truc qui me tient à cœur, vraiment, et c'est un discours que je tiens depuis des années. C'est je ne veux pas que les gens se disent oh putain encore une interview, parce que parfois dans la journée de la personnalité c'est la 3e, c'est la 5e, c'est la 9e interview de la journée, c'est parfois les mêmes questions qui reviennent, des questions parfois pas très profondes, et franchement moi je me casse la nénette, je le dis comme je le pense, mais voilà, je me casse la nénette quand je prépare mes questions, parce que je me dis je veux que la personne déjà sente que je connais son travail, que je suis pas juste venue les mains dans les poches parce qu'il fallait faire une interview. Je me suis documentée sur ce que t'as fait, soit je le savais déjà, soit je me suis documentée avant de venir. Et à côté de ça, que sincèrement, ça m'intéresse ce que tu fais. Et c'est pour ça qu'en fait, je pense que quand on n'a pas forcé, c'est que ça nous intéressait pas tant que ça, et que je savais que j'allais peut-être pas être en mesure d'instaurer ce truc-là de je suis engagée dans cette conversation, parce que c'est une conversation que j'essaye de créer avec toi pendant ces 10 minutes, ces 20 minutes qu'on a ensemble. Et du coup, voilà, on n'était pas dans le mood de forcer. On déposait la carte, on saluait la personne. J'adore ce que vous faites, c'est super cool. Si vous avez un peu de temps, ce serait sympa qu'on puisse se poser et qu'on puisse en discuter. Si vous n'avez pas le temps, it's fine.
Et du coup, effectivement, il y a pas eu beaucoup d'interviews cette année, clairement. Mais c'est fine, c'est ok, tu vois. Ah oui, complètement ok. De toute façon, encore une fois, comme tu disais, il y avait pas d'actualité forte. Non, il y avait pas d'actualité forte. Et c'est parce que tu présentes un truc au pavillon indien et que tu restes ensuite une semaine pour te la couler douce dans les soirées, que ça veut dire qu'on va dire des choses intéressantes durant l'interview. Non. Et du coup, c'est aussi cette prise de conscience-là de, je préfère faire quelque chose de qualitatif. Si je dois faire qu'une interview pendant les 2 semaines, je ferai qu'une interview, mais je ferai une bonne interview. Plutôt que d'en faire 5, parce qu'il faut mettre des interviews. Et finalement, parce que j'ai aussi fait des interviews où j'ai senti la personne pressée, qu'elle avait pas le temps, et je sortais de là pas satisfaite. Je sortais de là pas satisfaite parce que je me disais bon bah ok c'est bien, j'ai mon interview, mais et quand je faisais la retranscription, parce que c'est moi qui fais la retranscription, j'étais là, je dis mais c'est nul, c'est nul, mais c'est pas que c'est nul dans le sens où ce que j'ai fait est nul, c'est dans le sens où c'est pas intéressant, je vais rien apprendre aux gens qui vont dire ça quoi. Ouais. Donc là où pour le coup il y a des interviews, et notamment l'interview qu'on a fait cette année, et on en reparlera, je suis vraiment contente parce que je suis sortie de là en me disant ok, c'était un moment de partage. C'était cool. On peut en parler justement parce que je pense que c'est l'un de tes moments favoris du festival. Ah oui, effectivement. Ouais, bah du coup, effectivement, si on passe au moment favori, oui, la rencontre avec... Alors, il y avait un seul film sud-asiatique en compétition cette année, un long métrage, je parle, parce qu'il y avait un court métrage à la Cinef. C'était Les éléphants dans la brume du réalisateur népalais Abhinash Bikramsha, dont je ne connaissais pas le travail avant d'arriver à Cannes, sur lequel je me suis évidemment documentée beaucoup, puisqu'il a en fait une sacrée carrière en tant que scénariste. Yes. Il était déjà venu à Cannes en 2022 dans le cadre de la Ciné Fondation, puisqu'il avait présenté son court-métrage qui lui avait valu une mention spéciale. Bref, il avait quand même un bagage franchement pas dégueu, hein, il avait vraiment pas de quoi rougir. Et donc il arrive en sélection Un certain regard avec ce film qui parle de la communauté Kinnar, qu'on peut tout à fait assimiler à la communauté des Hijra en Inde, donc une communauté de 3e genre. Il arrive avec ce film qui fait un peu ovni au milieu de la sélection. Et donc on s'est dit... de toute façon, on avait déjà vu des films népalais à l'occasion de différents festivals. Oui. J'avais vu Puja Sir. En fait, le cinéma de Deepak Roniar a plutôt bien circulé à l'international. Donc, j'avais vu Puja Sir lors du dernier festival, enfin, de l'avant-dernier festival des cinémas indiens de Toulouse, pardon. J'avais vu le précédent film de Deepak Roniar, à savoir Seto Surya, lors du Fast. On avait vu un autre film népalais, Bulbul, de Binod Podel, qu'on avait aussi interviewé à l'époque et qui avait été une très belle rencontre avec lui et l'actrice Swastika Katka qui était adorable. Et voilà, un très beau moment d'interview, hein, à l'époque déjà. Mais voilà, c'est vrai que j'avais touché du doigt l'industrie népalaise sans pouvoir me prétendre en être experte. Donc il y avait ce double truc où je me disais, bon, c'est super, moi j'ai envie de couvrir le cinéma d'Asie du Sud, mais en même temps je peux pas y aller juste en me disant, bah j'ai vu 3 films népalais, donc voilà, on va faire avec ça, et puis c'est tout. Et en fait, moi j'étais en mode, je vais me documenter, et Elodie était en mode, ce serait bien qu'on fasse un article sur le Népal. Ouais. J'ai fait mes recherches, j'ai découvert plein de trucs déjà sur Abhinash, qui étaient super intéressantes, et du coup ça m'a encore plus donné envie de l'interviewer. Je me suis dit, putain, mais là vraiment faut qu'on essaie d'avoir l'interview parce que le mec a eu une carrière de dingue, et le travail qu'il a fait autour de ce film a l'air saisissant, en tout cas des quelques articles que j'ai pu trouver, et l'histoire du cinéma népalais était très intéressante aussi. Donc j'étais finalement très contente de faire cet article qui a finalement été un peu la pierre angulaire de la préparation autour de notre couverture de la sélection des éléphants dans la brume. Donc et en fait l'idée de cet article sur le Népal, c'était déjà de bien mettre en avant que Bulyanko avait vu des films népalais et comprenait le cinéma népalais et avait fait ses recherches et son travail, qu'on sortait pas de et aussi parce que je me suis dit, si jamais on contacte la relation presse, c'est bien d'avoir quelque chose sous la main pour montrer qu'on a déjà commencé à parler du film et qu'on a déjà commencé à mettre en avant les éléments du film et le cinéma népalais en plus large. On s'est dit, bon bah bouteille à la mer, on le tente. On nous répond pas, c'est pas grave, on va pas se vexer. On sait très bien en plus qu'on s'y est pris un petit peu en dernière minute. On s'était même préparé à aller devant la salle de Bussy pour essayer de choper une place en dernière minute. Pour faire la queue. Et donc la veille de la projection, ce qui est intéressant du coup, c'est qu'on reçoit une réponse de l'équipe de presse du film. Mais genre vraiment le soir à 19h-20h, je crois, quelque chose comme ça. Hein. Ouais. Vous avez réussi à avoir une place du coup pour le film? Et donc on lui répond que non, malheureusement. Et de là en fait il nous dit c'est bon, vous avez. Enfin non, il nous dit bah je vais faire le nécessaire. Et le matin même j'avais ma place. Ouais, ça c'était extraordinaire. Ça c'était génial. Et vu qu'on a eu parce que c'était à la salle de Bussy, et la salle de Bussy, si tu n'es pas accrédité en principe, tu peux pas y accéder tout seul. Par contre, si tu es accompagné, tu as ton propre billet et que tu es accompagné de quelqu'un d'accrédité, tu peux y aller. Le ciel soit loué, notre ange gardien Pauline. Voilà, Pauline. Notre petite bichette qui fait le festival de Cannes avec nous depuis quelques années maintenant, et qui est devenue notre copine quoi, est accréditée puisqu'elle travaille dans le cinéma, et vu qu'elle est fan de cinéma indien, elle m'a dit mais attends t'inquiète, je vais venir avec toi, on va aller voir le film ensemble et tout. Donc j'ai pu assister à cette projection qui était en plus forte en émotion. N'hésitez pas à aller lire la critique.
Et donc déjà, j'étais très contente de ça. Et le lendemain, pareil, en fin de journée, on reçoit un mail en nous disant, on a un créneau pour vous, est-ce que vous êtes OK? Donc, et c'est là qu'il fallait avouer qu'on n'avait pas d'accréditation. Et là, il fallait qu'on dise qu'on n'était pas accrédité, comme l'année dernière pour Unbound. Exactement. Et c'est ça qui a joué en notre faveur, c'est qu'on a pu leur dire, écoutez, on n'a pas d'accréditation, mais on a eu un cas similaire l'année dernière. Exactement. Et on nous a donné une accréditation temporaire, et on a pu faire l'interview. Et la réponse est positive. Ils ont été hyper réactifs en plus, vraiment d'une réactivité dingue. Oui. Et donnez-moi les noms des personnes qui doivent être là. Donc Élodie et moi, évidemment. Et cette fois, je suis venue. Et cette fois, Élodie est venue. Donc comme ça, l'idée c'était que voilà, moi je puisse faire mon interview en toute quiétude et qu'Élodie puisse faire des photos et des vidéos, voilà, pour illustrer finalement cette rencontre. Bah oui. Et donc on s'est retrouvés de nouveau sur cette terrasse au 6e étage, cette terrasse du Palais qu'on avait déjà l'occasion de découvrir l'année dernière avec l'équipe de Unbound. C'était déjà un très beau souvenir l'an dernier. Et là donc on s'y retrouve, donc on est évidemment très contente. En plus c'était en fin de matinée, donc c'était pas encore le soleil était pas encore à son zénith, donc il faisait chaud, mais c'était supportable. Et en fait donc on a rencontré Abinash, le réalisateur du film Les éléphants dans la brume, et c'était une très très belle rencontre, vraiment. Encore une fois, quand je ressors d'interviews comme ça, où il y a eu un vrai échange, où même Abinash s'est livré sur plein de choses, sur son parcours, sur le cheminement réflexif autour du film, sur ce qu'il avait touché sur cette communauté, sur ce qui lui avait donné envie de raconter cette histoire-là, et pas juste le film est bien, ouais voilà, bon je suis content, je suis à Cannes, c'est cool, où on a vraiment pu discuter de j'ai envie de dire de son cheminement artistique et de la création de ce film. C'était vraiment une belle rencontre, et je suis d'autant plus contente puisqu'on a appris hier que le film a remporté le prix du jury dans la sélection Un certain regard. Donc j'étais super contente pour eux, pour toute l'équipe, pour les actrices, pour Pushpa, pour Alice, et pour évidemment Abinash qui porte un récit généreux, courageux, et en même temps d'une précision et d'une maîtrise folle, en particulier pour un premier long métrage. Donc vraiment, cette rencontre déjà d'humain à humain m'a beaucoup touchée, et encore une fois c'était un très beau moment. Moi c'est, je pense effectivement sans aucun doute, mon moment préféré du festival. Il y en a eu beaucoup que j'ai aimé, mais c'est celui que je pense j'emporterai avec moi, parce que c'était une très belle rencontre, et ça m'a fait un peu le flashback de ma rencontre avec Binod il y a quelques années, où pareil on est arrivé avec un bagage très pauvre sur le cinéma des Palais, mais où ça a été une vraie rencontre, et en plus Abinash est absolument adorable. Mais c'est un vraiment une très belle rencontre, et j'étais vraiment trop heureuse d'apprendre que le film avait remporté un prix, et c'est tellement mérité. Et voilà, donc c'est, je pense, moi, mon meilleur souvenir. Mais du coup, toi, Élodie, maintenant que j'ai parlé pendant 25 minutes. Alors, après ça, je sais pas quoi dire. Non, mais déjà, en plus, moi, la manière dont ça s'est goupillé, ça m'a tellement fait plaisir, en mode, voilà, s'il y a besoin qu'on soit quelque part respecté en tant que presse, on le sera. C'est possible, en fait. Il n'y a pas besoin d'accréditation presse pour les 2 semaines. On n'a pas besoin de votre validation. On peut être là au moment précis où on a besoin de nous, quoi. Mon moment préféré cette année, alors, c'est plus compliqué pour moi parce que du coup, je vis le festival, comment dire, de manière intense tout du long. Et du coup, j'ai pas forcément de moments qui se dégagent plus que d'autres. Parce qu'en fait, comme on a très vite trouvé nos marques, que ça s'est bien goupillé, qu'on a trouvé des endroits où manger où c'était extraordinaire. Ah oui! Des endroits où écrire où c'était cool, qu'on a croisé des gens sympas. Enfin, moi, ça me fait toujours plaisir de croiser des connaissances ou même des gens qu'on connaît pas et qui sont heureux de nous rencontrer. Enfin, voilà. Il se passe plein de choses pendant le festival de Cannes, et donc, du coup, je suis à un certain level de high, assez élevé durant tout le truc. Donc, j'ai pas une anecdote précise où je suis en mode, ah putain, ça, c'était extraordinaire. Le truc. Genre, j'ai pas ce truc-là. Mais par contre, je pense que effectivement, les photos qui sont ressorties des sorties des stars au Martinez, et notamment celle de Simone Ashley. Un talent pur, frère. Alors déjà, cette femme est formidable. Oui, elle est sublime. Voilà. C'est un très bon modèle. Mais en fait, c'est là où vraiment je me suis dit, ok, en fait, j'arrive vraiment à faire quelque chose. C'est-à-dire que Alia, ok, très bien. Je suis contente de voir la manière dont la presse, il y a eu un engouement autour de mes photos. Et franchement, on n'a jamais eu ce genre de statistiques sur Instagram pour les photos de Nébat. Abonnez-vous. Ok, c'est génial. Mais quand j'ai fait les photos de Simone Ashley et qu'on a marché ensuite pour, je crois qu'on est quand même allé voir un peu le tapis rouge à ce moment-là, et que j'ai regardé les photos sur mon appareil,
je me suis dit, ok, là, je tiens quelque chose. Là, il y a quelque chose dans la composition de la photo, dans la lumière, dans la posture de la les photos de Simone Ashley sont incroyables. Ouais. Et là, j'ai ressenti un espèce de, ok, je suis au bon endroit, je fais ce qu'il faut, tu vois. Et je trouve que cette année, tout particulièrement, j'arrive à saisir des choses dans les fractions de secondes qu'on a devant le Martinez, avec plus de facilité. Et comme je le disais tout à l'heure, peut-être parce que du coup j'étais dans un mood qui est plus léger et plus chill, quoi, encore une fois. Mais quand tu vois le résultat et quand tu vois sur ton appareil, après tu le vois sur l'ordinateur, t'es quand même content, quoi. Mais carrément. Voilà. Mais carrément. Moi, du coup, j'ai pas appris une anecdote précise parce qu'il y a plein de petits moments qu'on a eu durant tout le festival, et encore aujourd'hui c'est pas fini, qui en fait m'ont fait du bien et m'ont plu, quoi. Vraiment se poser pour lire, pour écrire, ou réussir à trouver des endroits où vraiment genre des points de repère qui étaient complètement différents de ceux qu'on a eu les années précédentes. Le Smash Burger. Mais en fait, de manière générale, enfin, c'est complètement stupide, mais non, c'est pas stupide. Non, c'est pas, excuse-moi de l'expression, mais c'est dans le sens où c'est des petits moments qui m'ont touchée et qui m'ont permis d'être plus d'apprécier davantage, je dirais, le festival cette année. Plutôt que les gros moments où je sais pas, on interviewe quelqu'un, où on croise un acteur, ou là où il y a 4 ans, croiser un acteur, c'était incroyable, c'était le highlight de ma journée. Là, c'était quand on se posait toutes les deux au calme, ou qu'on était en train de faire le petit groupe devant le Martinez, on était que toutes les deux pour parler, pour papoter. En fait, c'est ces petits instants là. Ouais. Je suis d'accord. Entre le programme d'écriture, entre le programme du festival et entre le programme de Bully & Co, ces entre-deux-là où on était vraiment en mode de copines qui se retrouvent avec et ça m'a, je pense que c'est là où c'était le plus fun pour moi parce que ça me déconnectait de tout et du coup ça me donnait de nouvelles perspectives. Je ne pleurerai pas. Non, mais en fait je te rejoins, et alors on a toujours bien rigolé parce que bon, on est amis, heureusement qu'on est amis. C'est pas un secret, on est copines depuis longtemps. Je sais pas pourquoi j'ai pris un accent du sud, mais c'est pas je ne sais pas. Tu commences à je l'ignore. Mais je trouve que cette année on a particulièrement rigolé quand même. On a particulièrement rigolé et je pense que ça joue beaucoup sur forcément le travail. Oui, mais on a tellement ri cette année. C'est pas juste le fait d'être dans un safe space comme tu disais tout à l'heure, et je suis trop contente de savoir que c'est ce que j'ai réussi à investiguer avec vraiment le programme. Mais c'est aussi le côté ces deux copines qui sont à Cannes. Je suis trop contente de se retrouver en fait. Faut savoir qu'on se voit pas tant que ça en fait dans l'année maintenant, puisque Madame est repartie à Toulouse. Au moment pile où je m'installe en région parisienne. Si ça c'est pas un complot. Non, je rigole. Mais du coup c'est vrai que ça, plus le fait qu'on a des vies bien remplies tout simplement, on est trop contente de se retrouver en tant qu'amis, quoi, genre déjà. Et en plus, on va faire le festival. Et en plus, il y a Bully & Co. Et en plus, on va faire notre résidence d'écriture. Et du coup, et en plus, il faisait tellement beau. Et Non, mais on a eu 1 heure de pluie à tout péter, quoi. Voilà. Et le cadre dans lequel on vit depuis 2 semaines est tellement cool, en plus. En fait, il y avait que tout était propice à ce que ça se passe bien. Exact. Et du coup, on était que dans un bon mood tout le temps. Et je trouve que cette année, franchement, on a particulièrement rigolé. Ouais. Et c'était tellement bien. Mais c'est ça, en fait. Ça a permis de vraiment donner un mood. Oui. Un mood vraiment léger au programme des 2 semaines. Tranquille. Et en fait, on est passé à côté de toute l'intensité du Festival de Cannes. Ouais. Et je pense que c'est ce qui nous a permis de vraiment mieux apprécier plein de choses, que ce soit avec Bully & Co, avec le festival, ou même les films, etc. Mais oui. Et en fait, pour moi, c'est ça les moments forts de cette année. Ouais. C'est ces petits moments de partage de 2 copines à Cannes, quoi. C'était trop cool. Donc je pense que si tu veux, on va passer sur peut-être les astuces et les conseils qu'on donnerait pour vivre un festival de Cannes bien. À la Bing. Si tu veux, je peux commencer. Mais oui, bien sûr. Je pose des questions, mais en fait... elle se pose des questions à elle-même. Nous sommes sur un monologue, messieurs. Non, mais parce que c'est souvent Elodie qui est, je l'appelle Huggy les bons tuyaux. Donc, c'est, comme elle l'a très bien dit, c'est quelqu'un qui est quelqu'un d'organisé. C'est quelqu'un qui organise de manière générale nos séjours, etc. Donc, je pense que c'est toi qui es la plus à même d'apporter des clés de lecture. Enfin, je dis comme si c'était évident. Mais en tout cas, pour moi, ça l'est. Je pense que tu vas rebondir de toute façon sur ça. Et je rebondirai, si nécessaire. Donc, allez, mon premier conseil que je donnerais, c'est de ne pas courir après les films. Le fait de faire une présélection, c'était cool parce que du coup on a une visibilité sur les films qui nous intéressent, et ensuite selon le programme, alors nous on n'est pas accrédité, donc on n'a pas les sélections officielles qui sont au palais du festival, donc la compétition officielle et un certain regard classique, tout ça là on s'en bat les steaks, on ne peut pas y avoir accès, sauf comme tu le disais tout à l'heure,
si tu veux aller au Théâtre Lumière, au Grand Théâtre Lumière et à la salle Debussy, si tu es accompagné de quelqu'un qui est accrédité et si tu as une place, que ce soit une place, on vous parle souvent du billet bleu, mais là je parle vraiment du QR code en fait, quelqu'un qui donne une place parce qu'il veut pas avoir un no-show, vous pouvez l'accompagner et vous pouvez entrer. Et voir ces films-là. Ça, c'est un peu l'astuce, déjà. C'est l'astuce qu'on a validée dès le début parce que je voulais absolument voir le rendez-vous de Peter Jackson. Et je l'ai eu. Et pareil, Pauline, qui voulait voir Peter Jackson aussi. God bless you, Pauline. Accompagnée de Pauline. Et c'est-à-dire qu'une personne de la sécurité est venue nous voir en nous disant, mais si vous n'avez pas de badge, vous pouvez pas rentrer. Et en fait, elle nous a dit, vous êtes sûr de vous par rapport à votre système? On allait redemander, Asma est allée redemander. Oui, moi j'y tenais. Monsieur. Et il a dit oui. Moi, j'ai pris ça à cœur, moi. Je voulais qu'elle y aille. Donc, astuce numéro 1. Oui. Sélectionner des films qui sont en dehors de la compétition officielle. Oui. Et si vraiment un des films qui vous intéresse est dans la salle Debussy ou au Grand Théâtre Lumière, mais là, je vous parle des séances du matin à 8h parce que les séances avant-première mondiale, c'est mort. Ouais, vous les aurez pas. Pensez à cette astuce de, même sans badge, si vous accompagnez quelqu'un qui a un badge, vous pouvez entrer dans la salle. Et encore une fois, comme le disait Elodie, il y a des gens, alors quand on parle de no-show, donc pour vraiment clarifier les choses, c'est que il y a des tas de gens, des journalistes, des gens qui sont accrédités, qui prennent une ribambelle de place et qui finalement n'ont pas le temps matériel ou ne veulent plus aller au film. Donc généralement à 30-35 minutes du début de la séance, ils se pointent devant le théâtre en question, donc soit le Grand Théâtre Lumière, soit la salle Debussy, et ils sont en mode quelqu'un veut une place. Ça arrivera pas pour toutes les séances, mais pour les séances notamment matinales ou en après-midi, ça arrive assez régulièrement. Ouais. Donc du coup, vous, c'est l'opportunité parfaite pour vous d'avoir votre place, souvent en billet numérique. Et là, du coup, si soit vous vous accolez à quelqu'un que vous ne connaissez pas en lui disant est-ce que je peux rester avec toi pour qu'on rentre ensemble, soit vous connaissez quelqu'un, ce qui est notre cas, nous, en l'occurrence la personne de Pauline, pratique, du coup. Ce qui était beaucoup plus pratique même pour nous organiser. On sait que cette personne, elle va aussi voir le film. Et viens, on y va ensemble. Et du coup, vu que vous êtes accompagné de quelqu'un d'accrédité, vous pouvez rentrer. Et du coup, le no-show, faut savoir que la conséquence, c'est que il y a... Si t'en as 2, t'es banni de la billetterie. Banni de la billetterie. Et ça, c'est ce que tout le monde veut éviter. Évidemment. Et ensuite, l'autre conseil que je dirais, c'est la billetterie grand public. Les gens sous-estiment la billetterie grand public, mais on a fait le constat avec Asma cette année. Oui. C'est que la billetterie grand public concerne les sections parallèles. Donc, la semaine de la critique, la quinzaine des cinéastes, Acide et Cannes Cinéphile. Ça vous donne déjà beaucoup de films potentiellement à regarder. Oui. Généralement, cherchez pas à prendre une place à 8h du matin quand la billetterie s'ouvre parce que ça fonctionne pas. Par contre, en 1h avant, 1h30 avant ou dans la journée, il y a des places qui se libèrent. Et là, vous pouvez essayer de choper les films qui vous intéressent. Surtout pour les séances, encore une fois, très tôt le matin ou très tard le soir. Et nous, on a eu la chance d'avoir le théâtre Alexandre III qui est en bas de chez nous à 2 minutes à pied, littéralement 2 minutes à pied. Exact. Et donc souvent, il y avait des séances à 21h30 qui correspondaient à des films qu'on avait envie de voir. Et on arrivait à choper la place sur la billetterie dans la journée ou la veille, etc. Et l'autre point important, c'est la quinzaine des cinéastes. La quinzaine des cinéastes, il faut savoir que c'est une billetterie payante. Et en fait, dans la grande billetterie, quand vous créez un compte, c'est complètement gratuit, vous pouvez acheter des passes. Soit des passes avec plusieurs crédits, et donc soit juste une place qui est, je crois, à 8,50€ ou 9€, quelque chose comme ça, ou soit un pass à 40 balles avec 6 crédits, donc 6 places de cinéma. Et quand j'ai acheté, je crois, mon premier pass, pour commencer à réserver les films de la quinzaine qui nous intéressaient, ça m'a débloqué encore plus de places libres sur les autres sélections parallèles. Ouais. Et ça, on avait fait le comparatif, toi et moi, puisque tu avais eu énormément de bugs déjà pour créer ton compte et pour réussir. Ça, c'était compliqué, hein. Oui, je ne sais pas pourquoi c'était aussi compliqué, mais bon, finalement, on y est arrivé. Et en fait, quand on comparait ce que j'avais comme place disponible par rapport à ce que Asma, elle n'avait rien comparé à moi. Et ça, c'était sans doute parce que j'avais du coup fait l'effort de me dire, la quinzaine, j'ai envie de voir 6 films, on va acheter le pass. Et du coup, j'ai toutes les autres sélections qui sont ouvertes à moi un peu plus, comme si je faisais partie d'un nouveau quota. Et il faut savoir que la quinzaine a toujours des films vraiment très chouettes. Oui. Donc ça vaut la peine de payer. Alors du coup, le pass à 40€, ça fait 6€ la place. Ça vaut la peine de mettre un petit budget là-dedans parce que du coup, avec la billetterie, on a vu, je crois, 11 à 12 films. C'est ça. Pendant les 2 semaines, ce qui est extraordinaire. Et je pense qu'on aurait pu en voir encore plus. Mais, encore une fois, il fallait pas qu'on se perde sur la chasse aux films. Et c'est pour ça que je vous disais que le premier conseil, c'est de ne pas courir après les films. Et les opportunités de voir des films, en fait, finalement, se présentent
parfois à nous de façon assez incongrue. Et la dernière minute aussi, il faut vraiment compter sur le fait que des places se libèrent à l'approche de la séance. Vous avez une séance à 21h30, je sais pas, nous c'était l'Alexandre III, donc c'est le cinéma qui est en bas de notre studio. Tu peux réserver jusqu'à 1 heure avant la séance. Voilà, donc vous y allez 1h30, 2 heures avant, vous rafraîchez la page. C'est ça. Enfin, rafraîchissez, en l'occurrence, je ne parle pas français là. Et en fait, effectivement, on a constaté que des places se libéraient, en fait, parce que les gens annulent jusqu'à 1 heure avant pour éviter le no-show. Et du coup, nous, ça nous libère de l'espace. Et donc, vraiment, il y a des tas de trucs et astuces comme celle-ci. Celle-ci est pour moi la plus importante de toutes, vraiment. Ne sous-estimez pas la billetterie publique, en fait, tout à fait, publique, qui est vraiment accessible à tous. Nous, on a 0 badge et on a vu plein de films de la semaine de la critique, plein de films de la quinzaine, du coup. On a vu quelques films, du coup, toi, t'es allé voir un film de minuit grâce à Pauline aussi, parce qu'on a aussi des amis qui nous offrent des places. Exact. Non, et c'était très bien. Et je pense que le fait, cette année, de se focus sur les films qui nous font vraiment envie, que ça, et en plus, du coup, cette année, comme il y avait rien autour de l'Inde, on s'est focus que sur des films qui nous intriguaient, quoi. Voilà. En tant que cinéphile, on a vraiment, c'était vraiment chouette, quoi. Ouais. Et c'était pas fatigant, parce que je crois qu'il y a un jour où j'ai fait 3 films, et c'était très bien, 3 films, pas plus. Ouais, on s'est pas éreinté à aller voir 6 films, 9 films. Il y en a, c'est leur plaisir, et vraiment, on le respecte profondément. Bien sûr. Moi, ça me flingue. Franchement, moi, 3 films, c'est le max. Au-delà de 3 films, je ne prends plus de plaisir. Ah non, il y a quelqu'un qui disait qu'il essayait de faire 5 films par jour. Non. Moi, je suis plus concentrée, moi, en fait. Oui, moi non plus. Ça ne fonctionne plus. Mon cerveau refuse de coopérer. Mais je pense que si vous avez envie de venir à Cannes et de profiter du festival et en même temps de voir quelques films, il y a moyen de voir 2 ou 3 films avec la grande billetterie, voire de choper des séances matinales au Palais des Festivals. Exact. Voilà, au Grand Théâtre Lumière ou à la salle de Bussy. Il y a moyen de moyenner quelque chose, quoi. Exactement. Et de se faire plaisir et en même temps de pas s'épuiser à la tâche. Exact. Et je pense que c'est la bonne transition pour passer sur quel est le film que tu as préféré et quel est le film que tu as détesté. Moi, j'ai oublié le nom du réalisateur, mais je vais le retrouver tout de suite. Alors, du coup, moi, le film que j'ai adoré, moi, il y en a 2. Je peux pas les départager. Je suis désolée. Ouais. Il y a Al-Mahatam, The Station, qui est un film yéménite. Enfin, une coproduction, mais en tout cas, c'est contextualisé au Yémen, sur l'histoire d'une femme qui tient une sorte de station au cœur d'un conflit. Alors, un conflit qui est annoncé comme fictif, mais qui est inspiré quand même du contexte conflictuel dans lequel se trouve le Yémen aujourd'hui. Un film féministe, un film poignant, avec des actrices incroyables, qui m'a laissé sur le cul. Et ce que j'ai adoré, en plus, c'est que c'était un film qu'on avait très, 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 très envie de voir avec Elodie. On a réussi à le choper. Je crois que c'est vraiment le film dans toute la sélection. On s'est dit, putain, si celui-là, on arrive à le choper, c'est top. Et du coup, forcément, on arrive avec des expectatives. Donc on a peur d'être déçu, et en l'occurrence j'ai pas du tout été déçue. J'ai adoré le film de bout en bout, j'ai été bouleversée, et je vais me renseigner un peu plus justement sur le cinéma yéménite de manière générale, parce que j'ai vraiment été cueillie. Et mon deuxième coup de cœur, c'est sans aucun doute Les éléphants dans la brume. Ouais. Je m'attendais pas à ça. C'est toujours un peu particulier quand on vient pour couvrir des films d'une certaine on va dire industrie, ou de certaines industries, parce qu'on se dit c'est notre domaine d'expertise, ou en tout cas c'est un truc auquel on s'intéresse, donc on veut voir les films. Et parfois, t'as la mauvaise surprise d'aller voir les films et de pas les apprécier, de dire bon bah ouais c'est super, on est content, on a vu le film, mais c'était pas ouf, quoi. Donc c'est toujours un peu ton appréhension quand tu y vas. Et surtout que là c'était le seul, donc je me suis dit putain, mais bon, ça se trouve ça va pas être dingue. Et puis en même temps, bon bah moi j'ai mon intégrité journalistique qui entre en ligne de compte, donc si le film ne m'avait pas plu, si j'y avais trouvé trop de choses à redire, je ne me serais pas gênée pour l'écrire. Je me suis mangée la claque du siècle avec ce film. Je n'ai rien compris à ce qui m'arrivait, et en fait j'ai été cueillie tout le long, j'étais à fond, j'étais en mode putain ouais c'est bien, putain ça c'est bien. Et il y a cette scène finale que je ne décrirai pas, mais de toute façon je peux rien vous divulgacher, parce que de toute façon sans le contexte du film vous ne comprendriez pas, mais il y a cette scène finale d'une beauté brute absolue qui m'a mis des frissons, mais genre pendant 1 heure j'avais encore des frissons. C'est fou, quoi. Vraiment c'est fou. Et voilà, Les éléphants dans la brume sortira très probablement en France. Allez-y, bordel. Vraiment c'est les 2 films de cette sélection. On a vu plein de films intéressants, mais c'est les 2 films de cette sélection qui m'ont de cette sélection, de ce festival de manière générale, qui m'ont vraiment chopé, quoi. Ouais. Qui m'ont chopé. Trop bien. Et toi, Elodie? Et moi, du coup, je vais parler du premier film que je pense qui m'a vraiment fait plaisir, même si la séance était à 21h30 et je me suis retrouvée à côté d'un papy qui a ronflé durant le film. Ça aussi, il faut s'y faire à Cannes. Ça arrive, hein. Ça arrive. Voilà. Le film qui m'a le plus plu, j'aurais parlé aussi de La Station, mais je pense que je vais parler plutôt de la deuxième film de Zhou Jing, parce que j'ai adoré
comment la réalisatrice, c'est un premier film en plus, comment la réalisatrice, elle a raconté cette histoire d'une jeune fille qui a d'abord été adoptée, puis abandonnée à une autre personne, puis la famille maternelle est revenue la chercher, enfin c'est un gros délire, mais visuellement, tout est visuel dans ce film. Il y a des dialogues, mais tout est raconté par ce qui se passe à l'écran, par les actions, par les gestes, par cet enfant qui grandit. Et j'ai trouvé ça formidable, quoi. Vraiment très impressionnée par ce film qui, je crois, en plus a gagné un prix par la fondation ou la distribution ou je ne sais quoi. Mais vraiment très 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 beau film en fait. Beau film dans son écriture et dans sa technique et dans ses visuels. Et ensuite, je ne peux pas ne pas faire un petit aparté sans parler de Doua. Oui. Évidemment, Doua de Blerta Bacholi, qui est du coup une réalisatrice venant du Kosovo. Représente. C'est son deuxième film, c'est son deuxième long métrage. Et pareil, c'est un espèce de coming of age sur fond de guerre, en fait, pendant la guerre au Kosovo, dans les années 90. Et je l'ai trouvé très pertinent et très sensible et très juste dans la manière dont il dépeint le Kosovo, et en tout cas la capitale Pristina à ce moment-là. Pendant la guerre, il y a des choses que j'ai parfaitement reconnues. Moi, j'ai pas vécu la guerre, j'étais pas là-bas, je suis née en France. Mais par rapport à mes cousins, mes cousines, qu'est-ce qu'ils m'ont raconté, par rapport à mes parents, et par rapport à ce que ma famille en général a vécu là-bas, j'ai reconnu pas mal de choses. Donc, je suis obligée de faire un petit aparté. Évidemment. Et c'était un bon film, et j'avais vraiment peur parce que comme je dis, des fois, tu t'y vas sans trop savoir ce qui va se passer, ce qui va être raconté. Et c'est vrai que les films de festival, ça peut parfois être assez particulier. Et je pense que toi et moi, on va parler du film qui nous a mis en difficulté. Je vais te laisser dire le titre parce que je l'ai pas retenu. Je crois que mon cerveau a décidé de ne pas imprimer cette info. Mais ce que je veux dire, c'est que, en tout cas, Doua, ça a été une belle très bonne surprise. Ouais. Et moi, je l'ai vu avec un regard complètement différent du tien parce que, voilà, toi, tu portes quand même en toi, même si tu n'as pas vécu une histoire, hein, forcément, qui est liée à ce pays. Moi, c'est pas mon cas, en l'occurrence. J'ai d'autres histoires que je porte, mais qui n'ont rien à voir avec le Kosovo. Donc, je suis vraiment allée avec un regard hyper neuf de, ok, j'ai mon amie qui est issue de là-bas et moi, j'y connais pas grand-chose, si ce n'est ce qu'elle a pu m'en dire. Et même en tant qu'objet cinématographique pur, sans avoir une grande connaissance du conflit de l'époque et des enjeux géopolitiques de cette guerre et surtout de ses retentissements sur le peuple kosovar, même sans avoir tout ça en tête, c'est en tant qu'objet cinématographique un film hyper intéressant et hyper prenant, quoi. Oui. Donc Doua une belle surprise et très instructif du coup pour quelqu'un comme moi qui n'est pas concerné déjà. Et je crois pareil que le film a reçu un prix de la SACD, mais j'ai plus les détails en tête. Mais oui. Mais je suis pas étonnée en fait parce que très mérité. C'est vraiment des films qui fonctionnent du début à la fin. Et il y a aucun moment où tu te dis qu'est-ce qui se passe. Exact. Et ça je peux pas parler pour du coup le film n'est pas allé puisque j'étais dehors à prendre des photos et des vidéos de l'équipe qui est entrée dans la salle et je suis allée voir un autre film derrière. Exact. Mais par exemple pour la station c'est la même chose, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu entres dans le film, on ne te lâche plus. Et c'est exactement pareil pour les éléphants dans la pomme. Et c'est pour ça aussi que j'adore venir à Cannes, c'est que les films qu'on découvre à Cannes sont, si vraiment tu suis ton instinct et que tu regardes les films qui t'intéressent vraiment, pas juste parce que c'est tel réalisateur ou parce que c'est la hype, mais parce que tu lis les synopsis et que le pitch te plaît et t'intrigue, c'est là où je pense que t'as le plus de chances de vraiment apprécier ton séjour. Exact. Quoi. Et donc le film qu'on a le plus, je pense, détesté s'appelle 9 temples vers le ciel, réalisé par, attention, je suis vraiment désolée les Thaïlandais, je vais faire de mon mieux, Sompot Chitkar Sornpongse. Tuez-moi. Voilà. Alors, le film, sur le synopsis que je trouve sur Sens Critique, je vais vous le lire parce que pour expliquer ce qui se passe, c'est normalement pas très compliqué. C'est un homme emmène sa mère malade et 9 autres membres de sa famille en une seule journée dans un pèlerinage à travers différents temples bouddhistes, donc 9, parce que son patron lui a prédit qu'elle allait bientôt mourir. C'est vraiment ça le pitch. Et c'est d'une lenteur abominable. C'est-à-dire que tu comprends le pitch. Moi, le pitch sur le papier, ça, c'est pourquoi pas, tu vois. Why not? Mais il ne se passe jamais rien. Et la caméra est toujours fixe avec des plans larges et je te dis, mais pourquoi on me montre ça? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça raconte? Oh, c'était chiant comme la pluie. Et c'est la première fois, alors l'année dernière ou l'année d'avant, je pense que c'était l'année d'avant qu'il y avait Santosh au cinéma. Je crois que c'était un certain regard aussi. On avait de justesse trouvé des places, on nous avait invités, donc on avait des vraies invitations. Je m'étais retrouvée première rangée devant l'écran. Et c'était pas de la fatigue, j'étais épuisée, mais c'est de la fatigue des yeux. J'étais trop proche de l'écran et il y a des moments dans le film où j'étais en mode, j'arrive pas à garder les yeux ouverts. Le film était trop bien, mais j'arrivais pas à garder les yeux ouverts. Là, en 15 minutes, j'étais prête à m'endormir.
mais à m'endormir à un level, on était en milieu de journée. Hein. Ouais, et puis on était bien placés pour le coup, donc c'était pas l'écran le problème. C'était vraiment le rythme du film et le fait qu'on nous raconte pas grand chose au final. On nous raconte rien. Parce que j'étais prête vraiment, mais tu sais, la tête qui tombe comme ça, là, et j'étais prête à m'endormir à côté de tête sur ton épaule. Enfin, vraiment, j'étais au bout de ma vie. Et là, je me suis dit, il y a un problème. Là, si j'arrive pas à suivre, si j'arrive pas à être dans le film, la faute n'est pas vraiment de mon côté, c'est vraiment. Alors parce qu'en plus moi j'adore la Thaïlande, j'ai déjà vu des œuvres thaïlandaises et c'est juste vraiment la manière dont ce récit a été filmé et la manière dont il ne se passe rien et où il n'y a aucune conclusion finale. Il n'y a rien. On est sorti de là, on avait l'impression d'avoir passé 15 heures dans la voiture avec cette famille. Ouais. Ah, c'était interminable, c'était chiant comme la pluie. Moi, c'est juste ça que j'allais dire. Il y a rien, il y a pas de construction de personnages, il y a pas d'enjeu narratif, il y a rien. Rien. Même en termes de langage visuel, il y a rien. Le film ne propose même pas. Il se passe rien. C'est la définition de rasoir. Vraiment. Et encore, je fais grandement offense aux rasoirs qui peuvent être tranchants parfois. Là, il y a même pas de tranchant, il y a rien. Tu mets des roulettes, c'est un skateboard. Le pire, c'est que j'adore les films qui se passent sur une journée. J'adore le côté familial. Mais comme tu disais, les personnages ne sont pas... Il y a rien. Enfin, il y a rien. Rien à en tirer. C'est finalement très insuffisant. Je n'ai rien appris des personnages, je n'ai rien appris des liens qui les unissent. Je n'ai même pas retenu qui étaient les personnages. Je n'ai pas retenu leur nom, je n'ai pas retenu les enjeux qu'ils portent, je n'ai pas retenu les liens qui les unissent les uns entre les autres, les conflits qui les habitent. Je n'ai rien appris. Parce que je pense que le film n'a vocation à rien me dire. Et encore une fois, même visuellement, il ne me dit rien. Il ne me raconte rien ni de la Thaïlande, ni de cette famille, ni de ce périple, ni de cette culture, ni de ce pèlerinage. Rien du tout. Ouais. Un gros plan sur mes orteils, ça aurait été beaucoup plus... Non, vraiment, je suis désespérée. Je suis sortie de là. En fait, on est sorti de là lessivés. C'est le mot. Lessivés, comme si, effectivement, on était resté 15 heures dans cette voiture avec eux, sans rien apprendre. Parce que des fois, tu fais des longs trajets, mais tu discutes avec les gens, tu mets de la musique, vous vous confiez. Il se passe plein de choses. Et sur un trajet, il peut se passer plein de choses. Tu peux raconter plein de choses. Et là, il y avait rien. Un espèce de road movie complètement raté, quoi. C'est le mot. Envie de mourir. On peut passer au sujet suivant, s'il vous plaît, madame. Prochain sujet, bah, du coup, c'est quel est le bilan sur nos projets perso? Là, c'est beaucoup mieux. Ah, là, elle est contente. Alors là, je tiens à dire avant qu'Asma se lance dans son monologue d'explication par rapport à son roman. Oh my god. Je tiens à expliquer que Asma a une capacité à se concentrer sur son travail, mais alors c'est incroyable. Il suffit qu'on s'assoit 2 secondes dans un café, elle sort son ordi et elle est comme ce matin, je me suis levée, j'ai fait ça, tu m'as dit, non mais Asma, t'es déjà en train de... Non mais je fais juste une relecture. Mais moi je t'envie cette capacité-là. Moi, il faut que je me mette dans un mood, que je finisse mes recherches, que mon organisation soit prête. Et après, limite, je m'installe devant mon truc et c'est bon. Asma, c'est instantané. Ah oui. Ah oui. Ça, c'est impressionnant. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert chez toi cette année. Merci. Et c'était impressionnant, quoi. Ouais. Tu comprends pourquoi il va faire 3 tomes? Je suis absolument... Ouais, je comprends. Et le pire, c'est que à la base, je voulais qu'on ait des sessions différentes, genre d'écriture, de relecture, de recherche, c'est vrai. De lecture. Voilà, j'avais prévu plein d'idées de la manière dont on allait organiser ces sessions-là. Mais c'est juste qu'une fois qu'on était posé, tu te lançais dans l'écriture. Et j'étais en mode, tu sais quoi? Je vais la laisser faire son rythme parce que de toute façon il n'y a aucune obligation de faire des choses différentes. Oui, bien sûr, tu vois. Mais cette capacité que tu as à te lancer, here we go, je suis posée, je suis assise, j'ai une table vide, c'est bon, je pose mon ordi, je me lance, et c'est même pas genre il te faut un moment pour te remettre dedans, c'est t'es dedans déjà en fait. Ouais. Et let's go, je finis mon chapitre, j'avance le prochain, je retourne voir ce truc écrit, et c'était impressionnant à voir pendant les 2 semaines. En fait, il faut savoir que attention, newsflash, les gens sont pas encore au courant, j'ai un TDAH. Donc, j'ai un cerveau, bon, déjà qui fonctionne pas comme celui des autres, hein, donc c'est parfois très pénible, mais du coup, quand j'ai une capacité, enfin c'est pas une capacité, c'est très pénible, mais j'ai un cerveau qui a un peu un côté obsessionnel. Alors, rien de malsain, je vous rassure, mais où effectivement, quand j'ai quelque chose dans la tête, je vais l'avoir dans la tête pendant des semaines, voire des mois. Je vais presque être en immersion là-dedans. C'est comme ça quand j'avais des crushs sur les acteurs. Je regardais tout de leur vie. Je connais toute la vie de Colin Firth. Hein. Posez-moi des questions, allez-y. Et après, je passe à autre chose. En fait, une fois que l'adrénaline et la dopamine que ça vient sécréter en moi est arrivé à court, je passe à autre chose. Hein. Ouais. Tu vois, c'est pas un truc qui va durer pendant des années. Mais par contre, quand je suis passionnée par quelque chose, n'importe quoi d'ailleurs,
je vais être un peu, mon cerveau va être un peu obsessed by it, tu vois. Et je sais que mon cerveau est comme ça depuis des années. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis intéressée à tant de choses dans la vie. C'est parce que mon cerveau a cette capacité à faire de l'hyperfixation. Voilà, c'est ça le terme. Là, depuis, je dirais, allez, vraiment concrètement depuis octobre-novembre, je me suis replongée dans cette volonté d'écrire un roman qui était là depuis des années. Enfin, non. Si je reprends un peu le chemin, c'est l'année dernière en revenant de Cannes, vraiment 2 jours après être revenu de Cannes, j'ai repris le boulot, ma voiture m'a lâché. Mais genre, lâché comme ça, au milieu de la route. Donc plus de voiture, je n'ai plus de voiture. Je dois prendre les transports en commun, grand bonheur, pour aller travailler tous les jours. Surtout en Île-de-France. Surtout en Île-de-France, et c'est un truc que j'appréhendais beaucoup en tant que provinciale, parce que je le rappelle, je suis pas de région parisienne. Moi, j'y vis depuis 4 ans, là, maintenant, depuis mon mariage, mais je suis pas native, j'ai pas de souvenirs. Et du coup, voilà, les transports en commun, ça associe à quelque chose de très anxiogène pour moi de base. Du coup, j'ai essayé de voir les choses, voilà, parce que c'est un peu mon mantra depuis 1 ou 2 ans, me dire, il faut que t'essayes de tirer le positif de toutes les situations, même les situations vraiment particulièrement pénibles. Tout est une opportunité de faire autre chose. Et là, je me suis dit, bon bah, t'es dans les transports, remets-toi à la lecture. Je lisais énormément à une époque, et là, je dirais que ça faisait 3-4 ans que je lisais plus trop, quoi. Si je lisais 3 livres dans l'année, c'était miraculeux, quoi. Je ne prenais plus le temps de lire. Et là, je me suis dit, bon bah, c'est l'occasion de revenir à la lecture, tu aimes ça va te faire du bien, t'es pas obligé de lire de la grande littérature, mais juste l'acte de la lecture, retourne-y. Et en retournant vers cet acte de la lecture, je me suis dit, mais en fait, peut-être que je suis en capacité moi-même d'écrire ma propre histoire. Et donc, j'ai commencé à déjà relire ce que j'ai écrit. Il y a évidemment des trucs que je trouve hyper cringe et qui me conviennent pas du tout. C'est toujours et ça. C'était terrible à lire. J'étais en mode, non, putain, fais chier, c'est nul. Pourquoi j'ai écrit comme ça le personnage? Mais c'était comme ça qu'il était dans ma tête il y a 5 ans. Donc, je me suis dit, bon, repars de la base. C'est même pas un mood board que j'ai fait sur Milanote, mais c'est comme ça que je vais l'appeler, tant pis. Mais c'est un mood board. J'ai fait une espèce de mood board sur Milanote en me disant, tu reposes les bases, les fondations de tes personnages. Est-ce que tu as des personnages construits? Parce que du coup, forcément, comme je lis beaucoup et que je regarde beaucoup de films, j'ai réalisé que moi, ce que j'aimais en tout cas, c'était la caractérisation des personnages. Et que c'était ça qui me tenait dans un récit. Tu peux me raconter le trope le plus bateau de l'histoire. Si mes personnages sont construits, sont complexes, ont quelque chose à raconter, je vais te suivre les yeux fermés. Et je réalisais que du coup, mes personnages n'étaient pas assez construits. Mais du coup, j'avais cette volonté presque de réécrire le truc. Pas de le finir, de le réécrire. C'est parce que c'est vraiment ça le process concrètement. Et donc, je me suis vraiment plongée dedans, je dirais en septembre-octobre, je crois, avec beaucoup de plaisir. Je suis partie en Thaïlande à la base pour me reposer. J'ai écrit 150 pages. Ce qui, je ne m'en plains pas, attention. C'était des vraies vacances d'ailleurs. Et c'est là où justement, quand tu m'as fait cette proposition de résidence d'écriture, j'étais là en mode, mais moi d'une certaine manière, j'avais pas posé de mots là-dessus. Hein. Oui. Je l'avais pas qualifié comme ça. J'étais partie en vacances moi dans mon esprit. Et accessoirement, quand j'avais 2 heures, j'écrivais. Et en fait, je réalisais que je l'avais faite moi déjà ma résidence d'écriture. Je l'ai faite toute seule parce que mon mari n'écrit pas, mais je l'ai faite ma résidence et j'avais adoré l'expérience. Et du coup, il y avait, quand tu me l'as présenté un peu en mode on peut en faire une résidence d'écriture, je me suis dit mais c'est bangers, moi là je suis dans ce process créatif là, ça me prend beaucoup d'énergie mentale en tout cas parce que ça veut pas quitter mon cerveau. Et donc du coup, je me suis dit c'est parfait. Quand on est arrivé, moi ça faisait déjà quelques temps que j'étais dans, ça a fait 8-9 mois que je suis en immersion totale dans mon histoire. Donc en fait, dès qu'il y a un temps mort, entre guillemets, un moment où on est juste en train de marcher dans la ville, un moment où on est en train d'attendre devant mon cerveau, lui, il est déjà en train de réfléchir. Ah, mais tout le temps. Il est tout le temps en train de réfléchir. Et tout est susceptible de m'inspirer. Une belle vue. Un chien que je croise dans la rue qui est trop mignon. Tiens, j'ai entendu une conversation entre toi et Pauline sur tel film. Tiens, cette scène-là, elle m'a marqué. Ah, putain, mais oui, c'est vrai que quand tu parles de ça, ça me fait penser à une scène dans mon roman. Et en fait, mon cerveau, alors c'est super parce que du coup, je suis hyper productive, mais c'est aussi épuisant parce que je ne m'arrête jamais. Le truc qui a été génial pendant ces 2 semaines, c'est que j'ai énormément écrit. D'ailleurs, je vais réécrire aujourd'hui, j'espère que t'es prête. Oui, on a une session prévue. Je ne m'arrête pas, je ne m'arrête jamais. Mais ça a été génial pendant Cannes parce que justement, il y a eu plein de moments, entre guillemets, calmes, de temps calme, je vais les qualifier comme ça, de temps calme pour mon esprit, qui ont permis à mon cerveau d'imaginer plein de scènes, etc. Il y a eu aussi des temps de lecture où j'ai lu des trucs passionnants. Alors, les lectures d'Asma devant le Martinez, c'est quelque chose. Alors, j'avais pas envie de prendre un truc, de prendre une lecture hyper engageante. Je voulais prendre un livre duquel j'aurais pas de mal à me détacher. Parce que je sais très bien que quand je suis passionnée par une histoire, je peux lire pendant 7 heures d'affilée. Je sais que mon cerveau est comme ça, je le sais. Et je voulais prendre un truc
un peu con. Je vais prendre une lecture un peu con dont j'aurais pas de mal à me détacher. C'est ce que j'ai fait puisque j'ai pris les 2 derniers tomes de la saga Kings of Seed. Et quelle découverte, mon Dieu! C'était incroyable. Ah, Elodie est désespérée. Mais du coup, c'est con à dire, mais même ces sessions de lecture-là m'ont aidé à recalibrer mon roman à moi, tu vois, et de me dire, bon, bah, tu vois, ça, c'est typiquement ce qu'il faut pas faire. Tu vois, ça, c'est typiquement ce qu'il faut pas faire. Ça, tu vois, ça, je l'aurais absolument pas formulé comme ça. Moi, tu vois, j'aurais pas du tout la tension dramatique, je l'aurais pas instaurée de cette façon-là. Et c'est con, hein, mais en fait, à force de lire, ça m'a fait encore plus développer la créativité, mais ouais, du coup, par rapport à mon projet perso, je suis évidemment ravie. Tout ça pour dire ça. Pardon. Je suis allée très loin. Waouh. J'ai posé une question, ça a fini en stock. Ça, c'est Asma. Voilà. Magnifique. Mais en fait, je voulais vraiment poser le contexte, mais bon. Waouh. La question était quel était le bilan? Le bilan? Quel était ton bilan sur ton projet? Et de mon côté, j'avais pas pour objectif d'écrire le scénario en entier pendant le Festival de Cannes parce que c'est pas le temps. Impossible. Par contre, il fallait que j'attaque la partie qui me faisait un peu le plus peur, c'est-à-dire le dialoguer. Et c'est un exercice qui est un peu compliqué si t'as pas fait en amont tout le travail de recherche, d'histoire, tu poses vraiment toutes tes idées, etc. Tu fais ton séquencier, donc le séquencier c'est les scènes divisées, etc. Et là, vraiment tout ça, moi j'avais plus ou moins déjà fait le travail, mais j'avais encore des zones de flou, des zones à améliorer, donc j'ai profité de la première semaine pour améliorer ça, relire mes idées. J'ai un carnet qui, mon Dieu, est devenu chaotique parce que il voyage partout avec moi depuis octobre et c'est catastrophique, mais j'ai toutes mes idées qui sont dedans et ça m'a permis un peu de relire et de voir un peu tout ce que j'ai posé pour le scénario. Donc c'est un scénario de court-métrage, je le rappelle. Et donc la première semaine, c'était vraiment ce travail-là de relecture, de replonger dans ce que j'avais comme idée, d'améliorer certains points. Et la deuxième semaine, du coup, vraiment d'attaquer et de poser des dialogues. Et en fait, pour l'instant, écrire sur le format de scénario, c'est un peu compliqué pour moi. C'est pas quelque chose que je maîtrise. Donc je pars vraiment sur un format d'étiré. J'écris mes dialogues comme je les entends dans ma tête, pour ne serait-ce que poser vraiment ce que j'ai envie de voir à l'écran en termes de scénario. Et pour être honnête, j'ai fini mon premier acte, je crois. Ce qui est déjà une belle victoire. Énorme. Sachant que, encore une fois, je n'ai pas la capacité de concentration de Madame Ben Mansour Hamon. Non, mais il faut savoir quand même qu'elle écrit des dialogues, mais d'une drôlerie, les gars. Je lui ai fait lire un truc. Ah, mais franchement, c'est tellement drôle. Moi, ça m'a fumé, hein. Et je l'ai redit même le soir même, je me suis dit, mais ce dialogue-là, tu le laisses. C'est trop drôle. C'est là où on n'a pas le même rythme avec Asma parce que moi, il me faut une demi-heure, une fois qu'on est posé, il me faut une demi-heure. Parce qu'il faut que je vérifie que je n'ai loupé aucune information essentielle par rapport au festival et par rapport aux personnes qui sont là. Et ensuite, il faut que je me remette dans l'ambiance de ce que je voulais créer. Et souvent, j'ai, je pense, probablement 1 heure, 1 heure et demie de moins de travail que toi par rapport à notre rythme sur les sessions d'écriture. Mais en même temps, le travail est complètement différent par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Moi, à la base, c'était un roman que j'avais déjà écrit, que je transforme en court-métrage. Oui. Donc en fait, des fois, je m'amuse à relire ce que j'ai écrit et je me dis heureusement je l'ai pas mis en ligne. Mais je m'amuse à relire ce que j'ai écrit parce que j'y redécouvre des idées que j'ai eues à la base qui ont peut-être disparu dans le travail de création de scénario. Et du coup, ça m'aide à restructurer un peu tout ça. Mais conclusion, bilan de ces 2 semaines, je trouve que j'ai bien avancé. Je trouve que le seul point négatif, c'est de trouver les bons lieux de travail. Et ça, je pense que j'en ai parlé tout à l'heure. Tout à fait. Parce que si on avait de meilleurs lieux de travail, je pourrais entrer plus vite dans mon travail de scénariste en fait. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est on vous a beaucoup parlé de la médiathèque, on n'y est pas allé tant que ça. C'est un très beau lieu, vraiment, mais qui est quand même, par rapport au reste, assez par excentré. Rapport à là où on habite. Par rapport à là où on est, c'est quand même assez éloigné. Et du coup, des fois, on a un timing où on se dit, on a matériellement 2 heures. Donc, le temps parfois d'aller à la médiathèque, de revenir, on sait pas que ça va nous tronquer au moins une demi-heure, 40 minutes. Facile. Alors que si on va dans un tea time, dans un resto, peu importe, on est plus à proximité de la Croisette ou du Martinez en fonction des lieux où on doit se rendre. Mais, encore une fois, c'est des lieux qui sont, à proprement parler, beaucoup moins calmes. Ouais. Pour quelqu'un qui a besoin quand même d'avoir un espace de travail un peu plus chill, etc. Ça peut être embolisant. Ça peut être particulier. Hein. Particulier, oui. Donc c'est peut-être ça, oui, je comprends. Et puis le truc, c'est que la médiathèque, à la base, on était censé avoir un bus qui nous emmenait directement là-bas. Seul problème, c'est qu'avec le Festival de Cannes, il y a plein de déviations. Exact. Et donc ce bus-là s'arrête beaucoup plus tôt. Donc c'est dommage. Mais je pense que ça m'a un peu empêché de travailler autant que je l'aurais aimé, et en même temps je sais que j'ai avancé dans tous les cas, et oui. et après voilà, moi en tant que scénariste, de voir des films,
et de voir la construction des films, de voir comment les dialogues sont écrits dans ces films-là, de voir comment le scénario a été pensé, c'était hyper intéressant. Ouais. Ah, moi, c'était le contexte idéal dans la tentative d'écriture d'un court-métrage. Et puis de créer, encore une fois, d'inspiration, de créativité. C'est le fait d'être dans un environnement créatif de manière générale. De toute façon, c'était aussi ça l'idée, c'était de se dire, on est dans, probablement, on est dans le plus grand festival de cinéma au monde. Il y a des films partout, il y a de la créativité partout. Et donc, quel meilleur endroit pour, sans forcément écrire, parce qu'effectivement, on parle d'écrire, d'être productif, voilà, de produire des choses, mais juste pour mener le chemin réflexif autour des histoires qu'on a envie de raconter, des personnages qu'on a envie de mettre en valeur. Déjà, rien que pour ça, venir ici, c'était une excellente idée. Et après, encore une fois, moi, c'est un projet perso et c'est purement pour voir si je suis capable d'écrire un scénario. Je ne compte absolument pas le donner à qui que ce soit ou réaliser un court-métrage. Ce n'est pas mon objectif. J'ai pas le temps pour ça, déjà. It's for my eyes only. Non, mais vraiment, genre, en fait, c'est des challenges personnels. Enfin, toi, c'est encore un autre niveau. Pourquoi? Je sais que c'est quelque chose que tu vas vouloir éditer, que tu vas vouloir publier et partager. Ouais, mais si c'est pas le cas, c'est pas grave. Moi, ce que je veux, mon objectif, c'est d'aller au bout. D'aller au bout de l'histoire que j'avais envie de raconter. De finir ce putain de roman. À partir du moment où ça s'est fait, moi, j'ai fait ma part du taf. Après, je m'en remets au destin. Tu vois? Et qu'importe la trajectoire qu'aura ou que n'aura pas ce roman, c'est pas grave, parce que mon objectif personnel, c'était d'aller au bout de l'histoire. Et donc, c'est vraiment ça pour moi qui compte. Oui, mais t'es pas fermée, ce que je veux dire. Je suis pas fermée, non, bien sûr que non. Bien sûr alors que moi... Tu es fermée. Moi, je suis fermée. Moi, ne me demandez pas de lire le court-métrage, sauf si vous êtes des amis. Mais c'est juste vraiment l'exercice qui m'intéresse. Ouais. C'est de voir si j'arrive à m'approprier cet exercice et à écrire un scénario de court-métrage. C'est un apprentissage. Je pense que on va arriver sur les deux dernières questions, et je vous remercie de nous écouter jusqu'ici. Oh mon Dieu, oui. Qu'est-ce qu'on a appris du festival cette année et est-ce qu'on a envie de revenir? Je peux commencer si tu veux. Oui, vas-y, je t'en prie. Vous la voyez pas, mais elle a un regard pensif. Je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'on a appris du festival cette année? Que la priorité, c'est nous. Oui. J'ai pas de meilleure réponse que la priorité, c'est nous. C'est un festival, ça doit être sympa, ça doit être enrichissant, on doit faire des rencontres, voir des films, certes, mais c'est nous aussi la priorité, c'est-à-dire que ça sert à rien de venir pour se tuer à la tâche pour quelque chose et au final avoir des expectatives sur des choses qui vont nous faire plus de mal que de bien. Non, la priorité c'est se faire plaisir, s'écouter, passer du bon temps et puis derrière s'il y a des choses qui en ressortent, c'est chouette. Super. Mais autrement, il y a pas d'obligation, il y a pas de responsabilité, il y a rien quoi. De ne pas s'interdire aussi de faire ce qu'on a envie de faire en fait. Et quand je dis ça, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est si on n'arrive pas à faire une vidéo, on arrête la vidéo. Si on a envie de tester, de faire une photo dans tel angle de vue, je vais tester la photo dans tel angle de vue. Si on veut juste passer 2 heures dans un resto parce qu'il y a une trop bonne ambiance, on va aller passer 2 heures dans un resto parce qu'il y a une trop bonne ambiance. Exact. Mais de pas se mettre de pression, de pas courir après les gens, de pas se forcer à voir des films parce qu'il faut voir des films. Vraiment, la priorité, c'est nous-mêmes, en fait. Exactement. Et c'est de suivre notre instinct, de suivre ce qui va nous faire plaisir et de rester dans ce mood chill. Voilà, le mot qui revient, chill. Parce que c'est ça qui va rendre nos journées positives. Ouais, je te rejoins. Qu'est-ce que t'as appris, ouais? Le lâcher prise. En fait, il y a eu un moment dans le festival. Ça me fait penser qu'on n'a pas parlé des moments frustrants. Mais justement, est-ce que tu veux, ça te va si on peut bifurquer. On va sur ce terrain-là quelques minutes. Il y a eu un moment. C'est peut-être c'est même pas un point noir, c'est une écharde, hein, vraiment. On a pris connaissance du fait qu'il y avait des médias qui étaient accrédités. Nous, on ne l'est pas. Bon, ça, c'est une chose, hein, mais c'est un truc, je pense, avec lequel on a fait un peu le deuil. Oui, mais ça reste quand même un peu... Mais c'est plus le fait d'aller voir derrière le contenu qui est fait et de se dire, je comprends pas. C'est ça. Et on parle d'accréditation presse. Je parle pas d'accréditation marché. Je parle pas d'accréditation festival où on est sur d'autres enjeux, évidemment. Voilà, une accréditation festival, c'est du networking. Accréditation marché, c'est promouvoir, c'est professionnel. Là, on parle d'accréditation presse. Et en fait, on voit le contenu et on comprend pas. Moi, ça m'a agacé. Hein. Ouais, je sais que ça t'a agacé. Et tous les ans, ça m'agace de voir des personnes qui font partie de, je sais pas, de podcasts, de médias, de ce que tu veux. Qui font rien. Qui ont parfois pas plus de followers que nous, d'ailleurs. Mais qui font rien. Et qui ne font rien. Parce que si tu fais quelque chose, t'as pas beaucoup de followers, mais que tu crées du contenu, que tu crées des articles, que tu crées des vidéos. Moi, à la limite, le nombre de followers, je m'en tamponne. Oui. Vraiment. Mais c'est plus, je vois que t'es accrédité,
tu as cette chance-là d'être accrédité et t'en fais rien. Et du coup, ça a ajouté à un sentiment général un peu mitigé par rapport à certains créateurs de contenu dont je ne comprends pas le sens, en fait. Je comprends ni la ligne éditoriale ni le sens. En fait, tout ça mis bout à bout m'a un petit peu agacée. Je sais pas agacée. Moi, c'est agacé. Moi, j'étais agacée. Toi, t'étais agacée. Moi, j'étais plus... J'étais agacée parce que ça me... Alors, maintenant, comme on le dit... Concernée. On est passé à autre chose. Hein. J'étais concernée, moi. Mais quand je croise le nombre de personnes qui nous disent mais comment ça se fait que vous n'avez pas d'accréditation, c'est la question à 1000 balles. Et qu'on voit ce genre de personnes et de contenu et de médias et tout ce que tu veux, encore une fois, ça peut être de tout. Hein. Moi, j'ai vu de tout et j'ai croisé de tout, qui ont un badge mais qui en final n'en font strictement rien. Un badge presse. Ouais, surtout presse en plus. J'insiste sur ça, parce que le reste, à la limite... C'est forcément... Même si maintenant, on est en mode... Bon, on a bien compris, on a trouvé comment faire pour faire ce qu'on a envie de faire. Et puis, on sait que le festival de Cannes, c'est devenu très bling-bling, et c'est devenu très... Oui, et ça, cette année, c'était catastrophique. Des gens qui viennent, ils font la montée des marches, mais voilà. Malgré ça, on est humaine, et c'est forcément, ça nous touche d'une manière ou d'une autre. Et moi, je parlais des followers pour une raison très simple. C'est-à-dire que j'ai jamais bossé à fond sur nos réseaux sociaux pour qu'on ait une montée en puissance des followers, mais je sais, en travers de la communication, que c'est quelque chose que les organisateurs regardent. Et donc, je sais que quelqu'un qui a 10 000, 20 000, 30 000 abonnés sera plus à même à avoir une accréditation que nous qui avons, je crois, à peine 2000 abonnés, alors qu'on est là depuis, je crois, 2013. Mais en même temps, j'ai fait un peu la paix avec ça parce que ces gens-là, entre guillemets, je me dis, bon, bah, ils ont gagné des chiffres et les chiffres font qu'ils ont réussi à avoir l'accréditation, certes. Mais les gens qui ont moins d'abonnés que nous et qui font moins de contenu, qui ne sont même pas spécialisés spécifiquement sur le cinéma, enfin, tu vois, ça c'est le truc qui m'a le plus agacé. Moi, c'est, encore une fois, moi, il y a des choses où éthiquement je suis emmerdée. Le fait qu'on prenne du contenu sans créditer, ça m'a énervé. L'histoire de film faire, ça m'a énervé. Moi, ça, pour le coup, ça m'a agacé. Ouais. Moi, pour les photos, j'ai fait le deuil. Ça fait 4 ans que c'est comme ça. Alors que moi, ça m'agace. Tu vois, je trouve que c'est un manque de respect. Les emprunts très criants au travail qu'on fait, ça m'énerve aussi. Et le manque d'honnêteté des gens concernés m'énerve. Oui. Donc, je m'attarderai pas là-dessus parce que ça ne sert à rien. Mais c'est peut-être le seul moment pendant les 2 semaines qui ont été absolument géniales, où j'étais énervée. C'est le seul moment où j'étais énervée. Après, le lâcher prise, c'est pour ça que c'est ce qu'on a retenu. Je me suis dit, et j'y suis arrivée vite, hein, cette réflexion, parce que voilà, moi, je pense on passe à autre chose très vite. On allait vers la médiathèque et j'étais là en mode, mais en fait, pourquoi je me prends la tête? Mais qu'est-ce que j'en ai à cirer, en fait? On sait ce qu'on vaut, on sait ce qu'on est capable de faire, on sait pourquoi on nous sollicite quand il y a des personnalités, on sait pourquoi on a eu l'interview avec l'équipe de Humber l'année dernière. Bien sûr. On sait pourquoi on a eu l'interview avec Abinage cette année. On sait, parce qu'on sait que on va au fond des choses. Alors évidemment, il y aura toujours meilleur que nous. Il y a des journalistes dont c'est le métier, voilà, exactement, bien sûr. Mais on est passionné, mais on essaie d'être professionnel. En tant que passionné, on a ce souci de bien faire, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et du coup, en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, pourquoi je me prends la tête? Moi, je sais que quand je fais les choses, j'essaie de les faire bien. J'étais super fière de l'article que j'ai fait sur le Népal, vraiment. Il est top. Que j'ai fait en quelques heures, alors que d'habitude, c'est le genre d'article qui me demande plusieurs jours de digestion, et de gestation même, avant de parler de digestion. C'est très particulier comme allégorie, mais bref. Oui, je crois que t'as faim, là. J'ai faim, faut qu'on mange. Mais... En tout cas, je pense que c'est ce que j'ai appris. Je me suis dit, en fait, il faut que j'apprenne à apprendre à s'en foutre. Oui. Et ça, pour le coup, ce petit détail un peu agaçant, moi, je suis quelqu'un qui a, en tout cas, dans le monde de la communication, j'ai l'esprit très compétitif. Mais comme tu disais, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas se comparer. Ouais. Tout simplement. Exactement. C'est pas comparable. Et ensuite, Bolian Co, c'est un plaisir et un truc qu'on fait à côté bénévolement, on le rappelle. Donc, on n'a pas de pression à se mettre en plus. Et on est en guerre contre personne. Exactement. Et donc, en fait, il y a des choses qu'on a découvertes durant cette édition où on a appris déjà à s'écouter et à apprécier ce qu'on est capable de faire nous-mêmes et d'être contente de ce qu'on fait et de pas chercher plus. Et contente de nous. Ah oui. Savoir se dire, putain, on a bien travaillé. Non, mais par contre, nous, on va pas aller bloquer des gens, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour conclure cette petite partie. Mais c'est pour ça que je dis qu'il y a de la place pour tout le monde, en fait. Mais bien sûr. Et que moi, je suis pas dans un mood, pour le coup, moi, je suis pas dans un mood compétitif parce que je trouve ça
pas sain et que après toi c'est le métier que tu fais qui t'amène à faire ça et c'est normal. C'est normal. Il m'a fallu 1 heure ou 2 pour parce que vous faites du benchmark et que voilà, c'est normal. Moi c'est pas mon métier. C'est vraiment pas mon taf. Je travaille dans le social, guys. Et je voyais parce qu'en fait quand je te parlais, pourquoi elle comprend pas ah oui, bah Hello, c'est ton défaut, c'est un défaut professionnel. C'est du boulot. C'est normal. C'est un défaut professionnel. Mais tu sais, moi tout ce qui relève de la fibre humaine, de la bienveillance, c'est des trucs auxquels je suis hyper sensible. Peut-être que toi t'arrives un peu plus, ça veut pas dire que tu l'es pas sensible, mais t'arrives un peu plus à prendre de la distance émotionnelle et à dire en fait j'en ai rien à foutre. Là où moi ça va me trigger, je vais me sentir attaquée personnellement, je vais être là en mode mais qu'est-ce que j'ai fait moi, pourquoi on a quelque chose qu'on se revoit, parce que voilà je suis dans un métier de l'humain quoi, donc il y a aussi je pense qu'on est et ce qu'on fait dans la vie à côté de Boulienko qui a forcément une incidence sur la manière dont on va recevoir les choses et les situations un peu particulières on va dire. Mais ouais, je pense que j'ai été énervée 20 minutes. Faut que ça sorte, il faut qu'on vende. Et après on est passé à autre chose. Et après c'est devenu un running gag. Ouais, c'est vrai, c'était rigolo. Et l'apprentissage du lâcher prise, c'est important. Ouais, et je pense que c'est ça que le Festival de Cannes nous a appris cette année. Lâcher prise. Et puis moi en fait, ce qui est marrant parce que du coup je suivais le Festival de Cannes à distance pendant des années et je rapportais tout ce que je trouvais par rapport à l'Inde à Cannes sur sur Instagram. Ouais. Cette année j'ai senti à quel point Cannes c'est devenu non exclusif. Oh putain oui. Et je vais donner qu'un seul exemple qui m'a le plus marqué. C'est une madame qui travaille dans le bien-être pour l'animal et qui a décidé de porter une robe en hommage à son chien décédé. En fait, et alors je vais juste expliquer un truc très simple à Cannes. Il y a des invités prestigieux. Il y a les acteurs et les actrices des films en compétition. Il y a les personnes qui viennent via le marché du film. Il y a les invités des marques, que ce soit des grandes marques partenaires comme L'Oréal, par exemple. Chopard, Kering, ce que tu veux. Et il y a les gens qui payent, cette année en tout cas en Inde, qui payent un bras pour venir marcher sur le tapis rouge. Ça dure 2 minutes. Pour mettre en avant leur travail sur le bien-être, les animaux, ou alors juste pour parler de mode et de dire voilà, je porte quelque chose. I represent India. Voilà. En fait, ça a rendu le festival de Cannes et le tapis rouge de Cannes pour l'Inde comme un cirque. Voilà, un cirque. Et ça n'avait plus rien d'exclusif, ça n'avait plus rien de haute couture, d'extrême ou de cinéma. Ça n'avait plus rien en rapport avec le cinéma. C'est-à-dire que tu représentes une marque partenaire du festival et tu profites de cet événement-là pour mettre en avant des choses de ta culture ou peu importe. Très bien. Mais alors tu payes un bras pour venir marcher sur le tapis rouge 2 secondes, payer 400 balles un vidéaste et ensuite mettre sur tes réseaux sociaux j'ai marché le tapis rouge, j'étais à Cannes. Mais en fait ton travail, c'est un centre de bien-être au fin fond de l'Himalaya. C'est quoi le rapport? Et puis c'est genre what an honor, tu vois, genre quel honneur, mais en quoi c'est un honneur, t'as payé? Et il y a eu un espèce de revirement de situation de toutes ces personnes qui sont venues en disant je représente l'Inde, mais qui en fait faisaient plein de promotions pour leur travail. Et donc cette année j'ai jamais vu autant de saris sur le tapis rouge. Et je dis saris, mais je pense qu'il y avait des spécificités locales, etc. Des lengas, des trucs, voilà. Mais à un moment donné ça en devient lourd et insignifiant. Et ça devient un cirque. Cette année, j'avais envie de faire un vlog, mais vraiment, j'aurais dû le faire. On l'a pas fait, mais... J'aurais dû m'arrêter à toutes les personnalités indiennes qui sont venues à Cannes pour leur demander qui êtes-vous? Qui êtes-vous? On y pensera pour l'année prochaine, sachez-le. Voilà. Est-ce qu'on a envie de revenir, meuf? Est-ce qu'on a envie de revenir? Bah, personnellement, j'étais en mode, peut-être qu'on va tenter un autre festival parce que j'ai pas assez de jours de congé. Et voir du coup, parce qu'il y a le Red Sea qui nous intéressait vachement. Oui. Mais qui serait du coup un tout autre challenge et ça nous ferait limite un peu repartir sur une case départ. Ouais. Mais en même temps, ça serait une autre expérience à tenter, à essayer. C'est en décembre. On irait à Jeddah au soleil plutôt que dans le nord parisien et la pluie et la neige. Exact. Et en même temps, j'aime le confort qu'on a à Cannes maintenant. Ouais. Et si on est encore dans une phase créative l'année prochaine et si c'est quelque chose qu'on peut refaire, et si dans les sports qu'il y a encore des choses par rapport à l'Inde l'année prochaine, je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait continuer à faire annuellement. Ah, c'est d'accord. Mais à tester et à voir en fait ce qui nous inspire ou pas l'année prochaine. On sait pas. On verra ou non. Je pense qu'on verra, comme je l'ai dit, où on en sera. Est-ce qu'il y aura un nouveau miracle de Noël? Un nouveau miracle de Noël. Encore une fois, c'est des fenêtres d'opportunité. Si ces fenêtres-là s'ouvrent, oui, évidemment qu'on reviendra. Ouais, si ces fenêtres ne s'ouvrent pas, ça veut dire que peut-être que notre place est ailleurs pour 2027. Quoi qu'il, je repars de cette édition, enfin je repartirai puisqu'on part demain. Oui, on part demain. Je repartirai de cette édition avec une
profonde satisfaction. Ouais, c'était bien. Vraiment bien. D'avoir fait ce que j'avais à faire et de m'être beaucoup amusée. Et voilà, vraiment très très contente. Vraiment, si ça doit se reproduire, c'est trop cool. Si ça doit pas se reproduire, c'est pas grave parce que si ça doit s'arrêter cette année, on aura vraiment fait une super 4 années géniales. 4 années géniales et cette édition, on l'aura fini. Je pense qu'on aura fini en beauté. Le but, c'est pas non plus de revenir pour ne rien faire, quoi. Donc s'il y a rien à faire aussi, voilà quoi. Si l'année prochaine on n'a pas envie d'écrire, on a d'autres projets, on a d'autres envies à ce moment-là, on fera d'autres choses. On voguera vers de nouveaux horizons. Tout à fait. Non, comme tu disais au tout début, nous sommes ravis. Et ce n'est pas fini, il nous reste une dernière montée des marches ce soir. Dernier look d'Aishwarya, notre reine. Notre reine à tous. D'ailleurs, je rebondis juste 5 secondes, mais alors la puissance de l'Inde pour troller Alia Bhatt pendant les 2 premiers jours de Cannes. C'est dégueulasse, par contre. Je crois que c'est une des choses qui m'a le plus choquée en début de festival. Parce que du coup, j'étais très connectée pour suivre l'actualité. C'est outrageant. C'était scandaleux. Non, c'est outrageant, vraiment. Et les gens qui ne savent pas lire un communiqué de presse, L'Oréal avait communiqué que Aishwarya allait venir à Cannes et qui pendant 1 semaine et demie ont appuyé sur le fait de elle ne viendrait pas, L'Oréal essaie de remplacer Aishwarya par Alia Bhatt. Les gars, lisez le communiqué de presse, il est accessible à tout le monde. Exactement. C'était de ma gueule. Nous, on a bien vu qu'Aishwarya serait là. Non, ça c'est horrible et je pense que cette année ce qu'on a vu aussi c'est le regard sur les femmes sur le tapis rouge. Les commentaires sur l'âge, sur le poids, sur le physique en général, ouais, arrêtez. Elles sont magnifiques. Elles étaient toutes sublimes. Toutes. Voilà. Si à 53 ans j'ai la gueule d'Aishwarya Rai, je pense que j'aurais réussi ma vie. Je l'ai même pas à 35 ans, donc comme ça on est pas. Mais non, franchement, voilà, elles étaient magnifiques et en plus le premier look d'Aishwarya était top. On a adoré. Donc voilà. Donc on a répondu à toutes les questions que j'avais notées. On a réussi à aborder, je pense, plein de sujets. Bon courage pour le montage. Je vais pleurer. Je réfléchis si on oublie quelque chose, mais je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas si vous avez la moindre question, si vous avez envie de parler d'un sujet en particulier, si vous avez des commentaires précis ou quoi, n'hésitez pas. Oui. On est accessible, notre email est là, bolienco@gmail.com. Vous nous trouverez sur le podcast Namasté le cinéma, évidemment. Vous pouvez laisser un commentaire sur Spotify, Apple, ce que vous voulez, YouTube même, puisque le podcast est sur YouTube. Vous pouvez retrouver Asma sur la go de Bolienco. As always. TikTok. Je vais essayer de reprendre mes sorties de la semaine, mais je vais peut-être chercher un format qui me plaît davantage. Comme d'habitude, vous avez vu, on essaye des choses et on expérimente. On expérimente et on essaie de trouver ce qui nous plaît et ce qu'on peut faire dans le temps imparti qu'on a, puisque c'est du temps libre. En plus de ce qu'on fait. En plus de notre travail. Vous nous retrouverez du coup vendredi prochain pour le prochain épisode de Namasté le cinéma, puisqu'on va reprendre les bonnes habitudes. Exactement. Après une bonne semaine de repos. Bien sûr. On vous remercie de votre fidélité. Mais oui. Pour celles et ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout, un grand merci encore une fois d'avoir été attentifs à ce partage d'expérience qui nous tenait à cœur, effectivement. Mais oui, on aime bien les bilans improvisés comme ça à la fin du festival. Surtout que cette année, c'était vraiment une bonne année. Donc, c'était important aussi pour nous de vous montrer un peu l'envers des décors et de vous partager notre joie et notre bonne humeur. Partager les good vibes, as always. Partage les good vibes. Toujours. Et puis, on vous dit à bientôt dans Namasté le cinéma.